Sherlock Holmes, habitant au 221B Baker Street, est un personnage créé par Sir Arthur Conan Doyle qui apparaît pour la toute première fois en 1887 dans le roman policier Une étude rouge. Sherlock est un détective privé consultant qui possède une mémoire remarquable et un sens de la déduction qui peut en effrayer certains. De la moindre trace de farine sur votre coude jusqu'au simple mouvement de votre doigt, il peut en quelques secondes vous cerner, comprendre, deviner, déduire ce que vous avez fait. Très souvent, déduire comment et pourquoi vous avez tué cette personne, car nous sommes face à un détective. Il ne se considère pas vraiment comme étant un simple policier. Il se considère plus comme étant un détective privé consultant. Sa vie n'est constituée que d'enquêtes à résoudre. Très souvent, ce seront des cas que personne d'autre n'arrive à élucider, car il est l'un des rares à posséder ce sens d'observation et de déduction. Et une fois l'énigme résolue, il tourne la page afin d'en commencer une nouvelle, et ainsi de suite. Mais là où cela va devenir compliqué, c'est lorsqu'il croisera la route de Moriarty, son ennemi juré. Depuis plus d'un siècle d'existence, ce personnage a subi énormément d'adaptations et fait partie des personnages les plus adaptés du monde, aussi bien du vivant de Sir Arthur que bien après sa mort, sur différents formats. Les nouvelles, les romans, enfin le format littéraire, le format audio, le cinéma, la télé, les jeux vidéo et tellement d'autres. La plupart d'entre elles n'ont fait qu'adapter les romans ou les nouvelles, tandis que d'autres se sont employés à modifier ce personnage pour nous raconter de toutes nouvelles histoires qui, peut-être, se passent dans un contexte différent, une époque différente, qui ont pu lui rajouter des amis, agrandir sa famille, modifier certains traits de sa vie, de son passé, bref, encore plein d'autres détails qui peuvent aider à agrandir son univers et ainsi nous proposer plusieurs versions d'un Sherlock Holmes. Mais au milieu de tout ça, il existe également des aventures qui n'ont fait qu'utiliser ce personnage afin de nous raconter leur délire avec Sherlock Holmes, sachant très bien que s'il n'y avait pas son nom d'inscrit en très gros en tête d'affiche, jamais personne n'aurait lu ou regardé ce qu'ils avaient créé. Je le précise tout de suite. Il y a une grande différence pour moi entre utiliser un personnage et s'en servir. L'utiliser veut dire qu'on a une histoire suffisamment intéressante qui nécessite l'utilisation du personnage de Sherlock Holmes au sein de son histoire. Peu importe si ça fonctionne ou non, ça c'est une autre question. Au moins, elle aura tenté de nous raconter autre chose. Et ensuite, s'en servir. Se servir d'un personnage ou un univers, pas forcément Sherlock, est pour moi une facilité qui prouve que certaines personnes sont conscients que leur histoire n'est qu'un délire, un concept qui ne fonctionnera jamais auprès du public sans un personnage phare. Et donc, ils tentent de sauver les meubles en y incrustant un personnage qui n'a rien à faire dans tout ça. Sans oublier d'inscrire en très gros sur l'affiche le nom du personnage utilisé pour attirer le plus de personnes possible, car sans ça, personne n'irait voir, ne lirait ou n'écouterait ce qu'ils ont créé. Et ça, c'est un problème des adaptations, surtout sur les plus récentes. Aujourd'hui, on trouve de tout et n'importe quoi sur un personnage. Alors que si on regarde les versions les plus anciennes, elles étaient, disons, moins farfelues. Elles pouvaient très bien nous raconter autre chose d'intéressant avec ce personnage, sans forcément reprendre les origines. Mais pour en revenir au sujet principal, quand on prononce le nom de Sherlock Holmes, on pense quasiment tout de suite à un détective qui résout des enquêtes et puis c'est tout. Mais pour d'autres, non. Ça leur inspire une histoire avec un dinosaure, une pieuvre géante et un dragon. On en reparlera, plus tard. Le plus tard possible. Ce qui m'intéresse le plus dans ces vidéos, ce sont ces apparitions sur écran plutôt que littéraires. Les origines de cette rétrospective ont pris forme sous quelques recherches effectuées afin de parler de la série animée de 1981. Sauf que si je me serais décidé à en parler, j'allais obligatoirement faire une parenthèse sur les origines du personnage. J'aurais également parlé des films avec Robert Downey Jr. Et si je parle de ça, j'allais forcément passer par la série Sherlock, mais si je mentionne celle-là, je devais également parler d'Elementary et... Enfin bref, vous avez compris. Je ne pouvais pas parler de ça sans parler de ça, ni de l'un sans l'autre. Alors, au bout de plusieurs mois de recherche, de visionnage, d'écriture, de travail, j'ai finalement décidé que j'allais consacrer un thème tout entier à son univers. Thème qui se reposera quasiment que sur ses apparitions à l'écran. Bien évidemment, ultra spoiler à venir, car pour en parler, il faut que j'analyse en détail certaines de ses œuvres, et surtout les plus récentes, mais pas que. Donc, je pars du principe que si vous continuez à regarder, soit les spoilers ne vous gênent pas, soit vous avez déjà vu tout ce qui existe, soit vous avez juste envie de continuer à regarder et également peut-être découvrir cet univers. Dans ce cas, on commence tout de suite. L'univers de Sherlock Holmes est très intéressant et tellement grand. Toutes ces apparitions ne se déroulent pas toujours dans le même contexte ni la même époque. Il n'y a pas qu'un univers, il y en a plusieurs. Certains codes reviendront évidemment d'une série ou film ou téléfilm à l'autre, comme par exemple fumer la pipe ou répéter la fameuse phrase « élémentaire mon cher Watson », car le personnage est comme ça. Il est écrit et pensé pour être comme ça.
Mais ce n'est pas non plus une obligation d'avoir ces deux éléments pour nous raconter une aventure de Sherlock. Ce sont deux éléments qui existent, qui ont déjà été introduits, qui ont pu disparaître et qui peuvent toujours réapparaître. Mais en général, l'élément qu'on ne change pas ou qu'on ne retire pas, c'est qu'Holmes est un détective extrêmement intelligent et redoutable. Sa toute première apparition en dehors des livres est donc premier pas dans le monde du cinéma qui deviendra aux côtés de la télé le format le plus représentatif et grand public de ce qu'est Sherlock, et dans un film d'une durée de 30 secondes. 49 si on compte le générique, réalisé par Arthur Weed Marvin en 1900 qui n'était à l'époque visible qu'à l'aide d'un mutoscope. Rien qu'avec ce mot, vous avez déjà compris que c'est un très vieux film. Donc, qui dit vieux film dit noir et blanc, et qui dit noir et blanc dit très souvent muet. Des films en noir et blanc muet, ou les deux réunis sur Sherlock, il y en a quelques-uns. Mais là, c'est pas juste un film, on est en 1900. Ce film était visible à l'époque qu'à l'aide d'un mutoscope. Un mutoscope, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. Ce ne sont que des images qui défilent les unes après les autres. Voilà, alors évidemment on ne fait pas de film d'1h30 là-dessus. T'imagines devoir rester et tourner cette manivelle pendant 1h30 ? Et c'est ainsi que prend vie Sherlock Holmes en dehors des livres. Et à partir de là, nous pouvons compter pas loin d'une quinzaine d'adaptations jusqu'en 1929, dont celle de 1905 réalisée par James Stuart Blackton, qui est un film tellement ancien qu'il est considéré comme étant un film perdu. Seulement quelques extraits ont réussi à survivre au fil des années et sont en ce moment conservés à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. J'aurais bien aimé vous les montrer, mais je n'ai pas vraiment eu le temps d'y faire un saut. Et d'ailleurs, je vous le précise tout de suite. Quelques-uns de ces films, voire épisodes de séries, voire carrément des séries entières, ne sont trouvables nulle part. Tout simplement parce qu'ils ou elles sont perdus, voire conservés, voire n'ont pas du tout été enregistrés. Donc, je m'excuse si jamais je vous parle d'un film ou d'une série dont je ne peux pas vous montrer les images. Mais en même temps, ce n'est pas très grave, je ne vais juste pas m'attarder dessus. Et parmi toutes les adaptations existantes, nous pouvons découvrir Le Chien des Baskerville, ou quelquefois Les Chiens de Baskerville. Cette histoire est l'une des histoires de Sherlock les plus adaptées, que ce soit en film, en téléfilm ou épisode de série. La toute première date de 1914 et est réalisée par Rudolph Meinert, avec dans le rôle de Sherlock Alwyn Nubb. Et la plus récente est celle présente dans la série Elementary. Cette histoire a été adaptée plus d'une vingtaine de fois et a subi au fil des années plusieurs modifications. Et moi qui me suis plaint du Tour du Monde en 80 jours, comme quoi c'était toujours pareil et que je ne comprenais pas pourquoi cette histoire a eu droit à plusieurs versions, là, je vais m'amuser. Mais en général, l'histoire reste la même. Sherlock et Watson seront confrontés à un molosse qui terrorise un village. Ça, c'est le résumé si vraiment on veut pas se louper. Car si on commence à rentrer dans les détails de chacune des œuvres, eh bien on va juste finir par comparer toutes les versions existantes avec le support d'origine et dire que ça c'est faux, ça c'est pareil, ça c'était inventé. Bref, on n'est pas là pour comparer chacune des versions, mais plutôt retracer tout son parcours et également comprendre le succès de ce personnage, d'abord de littérature qui deviendra l'un des personnages les plus interprétés au monde. Élémentaire, mon cher Watson. Vous saviez que cette phrase n'a pas été inventée par Conan Doyle ? C'est le film de 1929, réalisé par Basil Dean, qui l'intègre dans son histoire, et qui deviendra par la suite la réplique culte de Sherlock. Enfin, inventé, oui et non. Dans les romans de Conan Doyle, Sherlock s'exprime très souvent en utilisant l'expression élémentaire, et appelle occasionnellement son ami « mon cher Watson ». Et ce film a récupéré ces deux répliques, les a mises bout à bout, et c'est de cette manière que cette réplique naît. Et aussi ce film n'est pas n'importe lequel, car c'est le premier film parlant de cet univers, toujours en noir et blanc, mais plus muet. Bon, ça reste comme la version de 1905, tellement ancienne qu'une copie est conservée aux États-Unis. Et ça, c'est typiquement l'exemple d'un film qui sert un univers au lieu de l'utiliser. Car comme cette phrase lui est propre, on peut penser qu'elle était présente depuis le début sur papier, alors que non. Enfin, à moitié. Mais jamais leur auteur d'origine ne les a mises en corrélation. Ce film a inventé quelque chose pour le personnage, cette phrase. Et en faisant ça, on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'elle devienne la réplique de Sherlock toujours présente de nos jours et qui en plus donnera lieu à une série dont le titre évoque clairement cette réplique. Et ça, c'est ce que j'appelle servir un univers. Si on avance un peu,
Entre 1931 jusqu'en 1937, Arthur Wantner interprétera Sherlock à 5 reprises, devenant le premier acteur récurrent de ce personnage. Et il le jouera dans Le Cardinal endormi, The Messy Rembrandt, qui malheureusement fait partie des films égarés, Le Signe des Quatre, Le Triomphe de Sherlock, et enfin Silver Blaze, qui pour nous en France, ce film se nomme Sherlock contre Moriarty. On va enfin pouvoir en parler plus en détail. Sherlock, au fil de ses aventures, rencontrera plusieurs ennemis, mais celui qui sera le plus redoutable se nomme Moriarty. Et ça, c'est ce qu'on peut penser. Mais Moriarty n'a pas été pensé et écrit comme étant le pire ennemi de Sherlock. Et d'ailleurs, il n'apparaît que dans 2 des 60 aventures de Conan Doyle. Et le fait que plusieurs écrivains, scénaristes reprennent quasiment à chaque fois ce personnage, on peut par la suite penser que c'est vraiment lui son plus grand rival. Alors que non, c'est un ennemi parmi tant d'autres, et comme il a été le plus adapté, réadapté, écrit, réécrit au fil des années, il en est devenu, malgré lui, l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Et en plus, dans les aventures écrites par Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock, déjà il n'apparaît que dans 2 aventures, mais en plus, les 2 hommes ne se sont jamais rencontrés. Watson, oui, mais Sherlock, non. L'une des principales motivations que Sir Arthur avait en le créant était de tuer le célèbre détective. Et c'est ce qu'il va se passer lorsque les 2 hommes tomberont des chutes du Reichenbach en Suisse. Mais il y a également une autre raison à ça. C'est que l'univers de Sherlock, univers qu'il a créé de toutes pièces, n'est pas l'œuvre qu'il affectionne le plus. Et selon sa conversation avec sa mère, il lui détournait l'esprit et l'empêchait de se consacrer à ses romans historiques. Et c'est donc en 1893 qu'est publié Le Dernier Problème, la toute dernière aventure de Sherlock Holmes sous la plume de Sir Arthur. Sauf que ses fans n'étaient pas du tout heureux d'apprendre que leur héros soit mort. Réaction qu'avait anticipée sa mère durant leur conversation, tellement Sherlock était apprécié. Et dû à la pression de ses lecteurs, 18 ans plus tard, soit en 1901, Sir Arthur le fait revenir dans Le Chien des Baskerville, et c'est en 1903, dans la nouvelle La Maison Vide, qu'on apprend que Moriarty était le seul homme à chuter et que Sherlock a simulé sa propre mort afin d'échapper aux complices de son ennemi. Mais quant à Moriarty, aucun retour sous la plume de Sir Arthur, car s'il revenait, la réputation de Sherlock allait en prendre un sacré coup. Car comment vénérer un héros si l'un de ses ennemis ne cesse de revenir ? On ne l'aurait pas pris au sérieux et le mieux était de continuer à le faire enquêter sur de nouvelles affaires. Par contre, il réapparaîtra mais dans différentes aventures sur plusieurs supports, en dehors du contrôle de Conan Doyle. Et c'est réellement à partir de là que commence le culte du faux ennemi juré de Sherlock Holmes. Et d'ailleurs, on y reviendra plus tard en détail, mais à la fin de Sherlock Holmes 2, Games of Shadow, les 2 hommes tombent tous les 2 des chutes, et même si on sait que l'un est encore en vie, on n'en sait rien pour l'autre. Et dans la série Sherlock, que dis-je, l'excellente série Sherlock, ils ont réadapté ça à leur façon. Car on va nous faire croire à la mort du héros qui, bien évidemment, était simulée, juste après que Moriarty se suicide. Ce qui veut dire que pendant un court instant, les 2 hommes sont supposés morts. Et ce qui est brillant avec cette série, que dis-je, cette excellente série, c'est que nous allons avoir plusieurs indices pour nous laisser croire que les 2 sont encore en vie. Bon, là nous venons de faire un grand bond dans le temps. Nous allons plutôt retourner en 1939, l'année qui va marquer une grande avancée à la fois pour le personnage de Sherlock Holmes et également pour l'acteur qui va l'incarner. À partir de l'année 1939 jusqu'en 1946, l'acteur Basil Rathbone sera choisi afin d'interpréter Sherlock Holmes. Et il le jouera à 14 reprises. Il demeure encore à ce jour l'acteur l'ayant incarné le plus de fois, sans compter les séries, car ce n'est pas pareil. Il y a une série et plusieurs films. Il le jouera pour la toute première fois dans une nouvelle version du Chien des Baskerville, la même année dans les aventures de Sherlock Holmes, 3 ans plus tard dans La Voix de la Terreur, l'année d'après dans Sherlock Holmes et l'arme secrète, Échec à la mort puis Sherlock à Washington, l'année suivante dans La Griffe sanglante, Pearl of Death et The Spider-Woman, l'année d'après dans La Maison de la Peur, La Femme en Verre puis Mission à Alger, et enfin, en 1946, il le jouera dans Le Train de la Mort qui se nomme également Terror by Night, et pour terminer, Dressed to Kill. Et ça, c'est un beau CV, à tel point que de nos jours, son propre nom est directement référencé aux côtés de Sherlock, qui ensemble forment la période Rathbone 39-46. À l'époque, tous ces films sont sortis comme étant de simples films au cinéma. Mais avec le temps, ces films sont devenus des œuvres qui ensuite sont devenues des références concernant Sherlock Holmes. Et personnellement, je le considère vraiment comme l'un des piliers de cet univers, car donner 7 ans de sa vie pour un total de 14 films, c'est quand même une belle preuve de dévotion à ce personnage. Avant qu'il ne soit choisi, sa carrière se contentait de plusieurs films où il était très rarement en tête d'affiche sans pour autant se plaindre, car il jouait quand même dans des licences assez connues encore de nos jours, notamment Roméo et Juliette, Robin des Bois, David Copperfield, Captain Blood, mais c'est réellement en 1939 qu'il sera révélé au grand jour avec Sherlock Holmes.
Et grâce à ça, bien après cette période, il jouera dans de très nombreux films. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il le jouera autant de fois. Qu'il ait été choisi ou non n'a pas vraiment changé sa vie. Ayant toujours aimé le théâtre, il était hors de question pour lui de l'arrêter, et il continuera à monter sur scène bien après avoir joué Sherlock. Et d'ailleurs, parallèlement au film, il reprendra son rôle dans une série radiophonique aux côtés de Nigel Bruce, qui lui jouera Watson à ses côtés jusqu'en 1946, soit leur dernier film Sherlock Holmes. Nigel Bruce maintenant. Si Basil détient encore à ce jour le record d'interprétation pour Sherlock, il en va de même pour Nigel en tant que Watson. Il reste à ce jour l'acteur l'ayant le plus incarné. Encore une fois, je ne compte pas les épisodes de série, il y a une série et plusieurs films. Les deux hommes formaient un duo qui fonctionnait tellement à l'écran qu'ils ont été choisis tous les deux pour faire une série radiophonique basée sur les aventures de Sherlock Holmes. Mais Basil décidera d'arrêter juste après le dernier film, soit après 7 ans de radio, et sera remplacé par Tom Conway, toujours aux côtés de Nigel Bruce, jusqu'à ce que les deux hommes décident d'abandonner en 1947. Ces deux acteurs, ces 14 films, leurs 7 ans donnés à leurs personnages aussi bien au cinéma qu'à la radio, sont très importantes à la fois pour les personnages de Sherlock et Watson, mais également leurs carrières respectives. Certes, les films ont un peu plus ou pas loin de 60 ans, mais ils restent ensemble deux acteurs ayant consacré énormément d'énergie, de temps et de passion pour leur rôle. D'ailleurs, connaissez-vous Basil, détective privé ? Eh bien déjà oui, c'est une adaptation de Sherlock par Disney, mais ensuite, le prénom Basil n'a pas été choisi au hasard. C'est évidemment pour rendre hommage à celui qui a joué à 14 reprises durant 7 années, aussi bien à la télé qu'à la radio, Sherlock Holmes, et qui apparaît très brièvement dans ce film, toujours dans ce rôle. Et sa réplique vient d'un enregistrement fait en 1966 dans l'histoire La Ligue des Rouquins. Je n'ai aucun commentaire à faire sur ce titre. Il est maintenant temps de changer de visage pour Sherlock avec plusieurs nouveaux projets qui s'ouvrent pour ce personnage, notamment avec une adaptation pour une émission de télé de la nouvelle Le Ruban Moucheté. Elle était diffusée en tant que 10e épisode de Your Showtime, une émission de NBC diffusée entre janvier et juillet de l'année 1949. 2 ans plus tard naîtront 2 nouvelles adaptations, dont une qui devait être un épisode pilote pour une future série, mais malheureusement aucune suite ne sera donnée aux 2 projets. Mais c'est réellement en 1951 que la vraie première série de Sherlock verra le jour, avec cette fois-ci Alan Weasley en tant que Sherlock. Série composée de 6 épisodes qui n'est pas vraiment une série comme les autres. Elle était jouée en direct à la télé à une heure de grande écoute, et malheureusement, elle n'a pas été enregistrée, ce qui veut dire qu'elle est totalement introuvable de nos jours. Il faudra donc attendre 1954 pour découvrir Ronald Howard jouer le détective dans une nouvelle série, cette fois-ci enregistrée et conservée. Elle se compose de 39 épisodes d'environ 30 minutes par épisode, et cette série a la particularité de n'adapter aucune histoire de Conan Doyle. Ce qui veut dire que chaque épisode était totalement libre et n'avait aucune contrainte à respecter, à l'exception de sa propre logique. Bien évidemment, nous retrouvons le duo Sherlock et Watson, dont Sherlock est interprété par Howard Marion Crawford, qui, 6 ans auparavant, a déjà joué Sherlock lors d'une adaptation radiophonique. Cette série a été tournée en grande partie en France, mais elle n'a cependant pas été diffusée chez nous avant 1960, soit 5 ans après sa conclusion. Et c'est en 1959 qu'un chapitre se ferme concernant les films muets et ou noir et blanc, car cette année marquera la première apparition de Sherlock en couleur. Et c'est juste dommage d'avoir choisi de faire une nouvelle adaptation du Chien des Baskerville. Mais bon, comme c'est devenu l'une des plus adaptées et qui donc est devenue l'une des histoires de Sherlock les plus connues, ça peut faire plaisir de la découvrir pour la toute première fois en couleur. Choix intéressant, son acteur principal. Quand on sait dans quoi il jouera plus tard, ça peut faire un peu bizarre de le découvrir comme étant du bon côté, plutôt que du côté obscur. Peter Cushing interprétera Sherlock pour cette version et reprendra son rôle plus tard dans la 2e saison d'une série qui sortira en 1964. Mais entre-temps, quelques œuvres verront le jour, comme une série et 2 films allemands, une série italienne, 2 films britanniques et un français, ce qui est assez rare pour être souligné. Pour en revenir à Peter Cushing, comme je l'ai dit, il reprendra son rôle pour la 2e saison d'une série diffusée en 1968. Mais elle a débuté en 1964 avec la première saison dont Sherlock était joué par Douglas Wilmer. Malheureusement, avec le temps, plusieurs épisodes sur les 29 ne sont plus du tout disponibles. Et cette série, comme quasiment toutes les autres, nous raconte plusieurs de ses enquêtes sans vraiment de continuité entre elles. Et c'est avec cette série que nous quittons les années 60 afin d'entrer dans les années 70. Les années 70 pour Sherlock vont être un peu compliquées, dans le sens où on quitte un peu le côté sérieux pour la déconne, le burlesque, le comique, l'absurde. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, ça permet de changer un peu de style, de respirer, de se renouveler. Seulement si c'est bien fait. Et ça ne va pas toujours être le cas.
Nous débutons cette nouvelle ère avec La vie privée de Sherlock Holmes, film sorti en 1970, avec dans le rôle de Sherlock Robert Stephens et Colin Blackelly dans le rôle de Watson. Ce film n'est pas totalement une comédie, disons que ça va être la première fois où l'humour est présent dans son univers. Mais ça ne représente pas l'intégralité du film, cela va se concentrer sur quelques passages bien précis. Ce film est plutôt pas mal, et cela nous permet également de découvrir le regretté Christopher Lee en tant que Mycroft Holmes, le frère de Sherlock. Christopher Lee a déjà joué dans une version du Chien de Baskerville, sortie en 1959, en tant que Henry Baskerville. Et 8 ans avant La vie privée, il incarnera le rôle titre, Sherlock, dans Sherlock Holmes et le collier de la mort, film réalisé par Terence Fisher et Frank Winterstein. Mais bien évidemment, ce n'est pas pour ces rôles-là qu'il est connu, pas vrai ? Even you. Ne passerez pas! Il a déjà eu des rôles très importants, mais il faut bien reconnaître que Sherlock, Mycroft ou même Sir Baskerville ne sont pas ses plus connus, malheureusement. Ce qui nous fait une excellente transition afin de vous parler de Mycroft Holmes. Mycroft est l'un des personnages les plus récurrents dans l'univers de Sherlock, derrière Watson et devant Madame Hudson. Il n'en demeure pas moins son frère, très souvent aîné, et travaille pour le gouvernement. Il est souvent décrit comme étant plus intelligent que Sherlock, élément qu'on ne retrouve pas dans toutes les versions. Il est très souvent présenté avec un air supérieur sans que cela ne devienne gênant. Encore une fois, tout dépend des versions. Et personnellement, j'ai du mal à imaginer qu'il soit vraiment plus intelligent que lui. Sans quoi finalement son don ne serait pas si unique que ça. Et qu'au final, il suffit juste de s'appeler Holmes pour posséder un sens de la déduction hors du commun. Première chose à savoir, ma mère m'a appelée Enola. Ne t'inquiète pas, j'arrive bientôt. Comme je le disais, Mycroft n'est pas présent dans toutes les versions où Sherlock apparaît. La principale raison, c'est que lorsqu'il apparaît, il y a une chance sur deux pour qu'il soit totalement inintéressant, chiant, nul, ou juste une version ratée et comique de Sherlock ou Watson. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer en fait. Disons que ça dépend vraiment de l'acteur qui l'incarne et de comment il est dirigé. Car mettre des têtes connues dans un rôle ne veut pas dire que ça sera parfait. Au mieux, c'est juste pour garantir un certain retour sur investissement sans réelle conviction pour ce que vous écrivez. Je m'égare, mais pas complètement. Si une histoire est assez intéressante et qu'il ait une raison valable d'être présent, je n'ai aucun problème avec ça. Le mieux étant qu'il ait quelque chose à faire ici plutôt que d'être présent pour dire « Je suis le frère de Sherlock Holmes ». On va prendre deux exemples très simples. La série Sherlock débutée en 2010 et le film Jeu d'ombre sorti en 2011. Mark Gatiss est très certainement la meilleure version pour ce personnage qui n'ait jamais existé. Attachant, quelque peu arrogant, intelligent mais pas autant que son frère, son jeu d'acteur irréprochable dans ce rôle font de lui un membre très important de cette série, alors qu'à la base, ce n'est qu'un personnage secondaire. Alors que si on regarde sa version dans Jeu d'ombre, je suis désolé mais Stephen Fry est un bon acteur. Mais pas dans ce film. Il est très mal introduit, et il n'est présent réellement que pour une chose, donner un objet à Sherlock qui lui sera utile à la toute fin du film. Comme s'il ne pouvait pas créer ça de lui-même. Je veux dire, quand on regarde son dépotoir qui lui sert d'appartement, vu toutes ces expériences débiles qu'il fait, et surtout que c'est l'un des rares à posséder une voiture, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il n'arrive pas à inventer ce masque. Cette version de Mycroft est tout bonnement ridicule. Ce personnage peut être excellent comme raté, ça dépend vraiment de comment on vous le présente et de comment il est joué. Revenons-en maintenant à Sherlock Holmes avec un tout nouveau film sorti en 1971 qui, je vous le rappelle, est la période où vont proliférer des versions satiriques et absurdes de cet univers. Anthony Harvey réalisera Le Rivage oublié, dans lequel Justin Playfair, interprété par George Campbell Scott, sera placé dans un hôpital psychiatrique par son frère juste après la mort de sa femme. Et en passant des tests psychologiques devant Mildred Watson, elle remarquera en lui un sens de la déduction assez rare. Et c'est même plus grave que ça, car Justin se prend carrément pour Sherlock Holmes, et il a même acheté sa panoplie complète afin de se sentir comme lui. Et Watson, qui pour cette version est une femme, interprétée par Joanne Woodward, plutôt que de le faire redescendre sur Terre, décide de jouer le jeu en restant à ses côtés afin d'enquêter sur un certain Moriarty. Vous l'avez compris, ce n'est pas le vrai Sherlock que nous suivons, ni la vraie Watson. C'est une sorte de Monk, les tocs en moins. Donc assez oubliable, alors je vous passe toute la période de film où nous ne suivons pas Sherlock et Watson, mais Sammy et Scooby, car les personnages sont cons. Mais cons que ça en devient pitoyable.
C'est un style que, peut-être, vous aimez, mais moi, personnellement, les personnages cons, je n'aime pas ça. J'ai pas de problème avec l'humour, mais je déteste l'humour absurde, mal introduit et surtout l'humour forcé. Ce ton de film sur cet univers a réellement démarré en 71 et existe encore de nos jours, avec notamment Sherlock et Watson sorti en 2018. Et il y en aura forcément d'autres. Malheureusement. Mais bon, on a quand même eu de la chance, car durant cette même période, quelques téléfilms verront le jour afin de contrebalancer avec le cinéma, histoire de ne pas trop salir l'aura du personnage, avec notamment la première adaptation télévisuelle soviétique du Chien des Baskerville, suivie l'année d'après d'une énième version pour les États-Unis, et 4 ans plus tard, Sherlock Holmes à New York sera diffusé et mettra en scène Roger Moore en tant que Sherlock et Charlotte Rampling en tant qu'Irene Adler. Donc, très beau casting pour un téléfilm, et c'est également l'un des rares dans cet univers à mettre en scène des célébrités pour jouer les personnages principaux. Quelques années plus tard, nous pouvons découvrir Christopher Plummer dans Silver Blaze, un court-métrage d'une trentaine de minutes, puis 2 ans plus tard, sortira au cinéma un tout nouveau film de Sherlock, avec toujours Plummer dans le rôle titre, réalisé par Bob Clark. L'ennemi principal pour ce film est surprenant. On s'attendait à voir un Moriarty, sauf que pour ce film, non. Cette version est avant tout une adaptation d'un livre de Stephen Knight. Stephen Knight est surtout connu pour 2 livres, The Brotherhood et un autre, celui dont s'inspire ce film. Ce livre nous raconte l'histoire d'un tueur en série extrêmement connu dont ses crimes seraient au sein d'une théorie du complot entre la franc-maçonnerie et la famille royale britannique. Livre fortement décrié, contesté, mais qui servira de base pour plusieurs œuvres, notamment ce film, la bande dessinée From Hell, d'Alan Moore, qui sera adaptée en film en 2001. Toutes ces œuvres reprennent l'ennemi mis en avant dans toutes ces fictions, en y changeant quelques éléments, notamment Sherlock, qui n'est pas présent à la base. Il y a été rajouté afin d'être cohérent dans cette histoire. Et cet ennemi, cette menace, c'est Jack l'Éventreur. Knight, dans son livre, raconte l'histoire d'une théorie du complot l'entourant lui et plusieurs organismes. Il est malheureusement décédé d'une tumeur cérébrale en 1985 qui, pourtant, a été retirée quelques années auparavant. Elle serait vraisemblablement revenue et lui aurait été fatale. Vous avez bien compris que, vu le ton que je prends, ça aussi ça peut passer pour un complot. Et d'ailleurs, l'écrivain Henry Mako affirme qu'il a été empoisonné, en mentionnant bien le fait que la maçonnerie britannique a interdit aux maçons de lire The Brotherhood. Autre preuve, si c'en est une, enfin si elle est recevable, Martin Short, journaliste anti-maçonnique, pense qu'on lui aurait introduit cette tumeur par des moyens dits non naturels. En gros, quelques personnes pensent qu'on a voulu le faire taire. De toute façon, on s'éloigne du sujet principal, Sherlock. Et ce film réadapte cette même théorie du complot avec comme héros Sherlock et Watson qui mèneront l'enquête afin d'arrêter les agissements de Jack l'Éventreur. À partir de 1979 jusqu'en 1986, l'Union soviétique vont produire pour la télévision une série de 11 épisodes qui, ensemble, forment 5 histoires nommées Les aventures de Sherlock Holmes et du Dr Watson. Point intéressant, cette série est l'une des rares œuvres à préciser Watson dans son titre. On le considère tellement comme étant obligatoirement présent aux côtés de Sherlock qu'on ne le présente pas, voire plus. Ce personnage est très présent mais quelquefois peu utile, ou tout simplement le même personnage que dans les autres œuvres. Donc c'est assez rare de trouver son nom dans le titre aux côtés de Sherlock. Oui, ne t'inquiète pas, j'arrive. Pour l'instant, je vais parler de quelque chose de qualité. 11 épisodes qui forment un total de 5 histoires. Chaque histoire étant découpée en plusieurs parties. Vassili Livanov sera choisi afin d'interpréter le célèbre détective aux côtés de Vitaly Solomin en tant que Watson. Cette série rencontrera un énorme succès, principalement dû au fait qu'elle soit très fidèle aux écrits de Conan Doyle, même si cela peut arriver que 2 histoires soient mélangées dans la même intrigue, afin de créer une autre dimension au récit d'origine et qui, en plus de ça, a réussi à rester cohérente envers ce qu'elle raconte. Et ça, c'est assez risqué, surtout quand on part du principe d'être fidèle aux origines. S'amuser à mélanger des histoires et qu'au final tout ce projet tient debout et qu'en plus, ça plaise, c'est du génie. Et en même temps, ça permet d'y voir un autre point de vue sur ses écrits et que nous aussi on puisse imaginer des raccords entre plusieurs autres histoires. Et de mon point de vue, je pense qu'elle a eu ce succès, déjà parce que mélanger plusieurs histoires c'est assez risqué, donc ça peut nous intriguer de voir à quoi ça ressemble, et comme on vient de le voir, ça s'est très bien passé, mais surtout parce qu'il n'y a pas tellement de comparatifs dans ce pays. C'est une très grosse production de Sherlock pour leur télévision. Mais si on regarde toutes les versions de chez eux, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, cela explique un peu le succès qu'elle a rencontré là-bas. Succès qui n'est peut-être pas le même dans les autres pays. Ce qui ne veut absolument pas dire que c'est mauvais. Et ça ne l'est pas. Les histoires sont bien construites, bien réalisées, le duo d'acteurs fonctionne très bien, le fait que ce soit le même réalisateur, Igor Maslenikov, joue beaucoup, car le tout reste cohérent de son point de vue, et nous n'avons pas plusieurs visions de plusieurs réalisateurs qui s'affrontent entre chaque film ou épisode de série.
Et c'est d'ailleurs grâce à ce rôle que Vassili recevra l'ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II. Donc en gros, cette personne, c'est le Basil Rathbone soviétique. Il a servi l'univers de Sherlock plutôt que de s'en servir et n'en dépendait pas. Il avait sa vie avant et la continue encore aujourd'hui. Il s'est consacré à son personnage de A à Z. Parallèlement à la version soviétique, la Grande-Bretagne produira également une série qui est considérée par les critiques comme étant la version se rapprochant le plus des écrits de Conan Doyle, pas vraiment en termes de scénario, mais par le choix de l'acteur qui incarnera Sherlock. Jeremy Brett sera choisi et est encore considéré de nos jours comme étant le Sherlock définitif. Et il jouera ce rôle dans 4 saisons et 5 téléfilms durant quasiment 10 ans. Ce sera malheureusement l'un de ses tout derniers rôles, car il décédera en 1995 des suites d'une crise cardiaque. Et vu ce qu'avait prévu la série, s'il aurait été encore en vie, on aurait sûrement eu droit à une série live adaptant très fidèlement les premiers récits de Sherlock tels que Conan Doyle les avait imaginés et écrits. Car sur les 60 aventures de ce que l'on appelle le canon holmésien, 17 n'ont pas été adaptées, et la raison est justement due au décès de l'acteur principal. Son interprétation a très souvent été saluée par les critiques, et même si les dernières histoires sont considérées comme étant très mauvaises, principalement dues à l'état de santé de l'acteur principal, mais également à cause d'un changement de réalisateur et donc de ton, cette série reste comme étant l'une des meilleures œuvres qui n'ait jamais été réalisée au sein de cet univers. Et ce qui est intéressant, enfin, grosse guillemets, n'y voyez aucune méchanceté de ma part, c'est que les 2 acteurs jouant Sherlock et Moriarty, Jeremy Brett et Eric Porter, sont tous les 2 décédés en 1995, comme si leur mort était également fidèle à leur rôle, la chute qui laissera les 2 hommes pour morts. Alors évidemment tout dépend des versions, soit l'un soit l'autre, voire les 2, ne le sont pas. Je trouve ça intéressant à souligner, même si bien évidemment ça reste triste. Et c'est réellement à partir de maintenant que Sherlock Holmes, on commence un peu à s'enlacer. Les films, les téléfilms défilent les uns après les autres, et c'est pareil pour les séries, elles s'enchaînent, et toutes ces versions se veulent souvent être les meilleures versions, alors qu'au final, ce ne sont que les acteurs qui changent. La plupart des histoires sont adaptées très fidèlement des écrits d'origine, tandis que les autres s'amusent à les modifier afin de nous raconter autre chose. Mais au final, changer quelques éléments, comme faire en sorte que Sherlock soit gaucher au lieu de droitier, ne change pas vraiment une histoire, ne révolutionne rien, et surtout ça commence à être très répétitif et ça n'apporte rien de neuf. Et cette période débute en 1995. Mais là, j'ai fait un grand bond dans le temps, car entre la version soviétique qui a débuté en 79 jusqu'en 86, et la version britannique débutée en 84 jusqu'en 94, il n'y a pas eu que ça. Entre temps, nous avons vu pas mal de films, de téléfilms, dont quelques-uns qui tentent de reprendre un ton comique des années 70, et d'autres un peu plus sérieux, mais qui n'ont rien de très intéressant à nous raconter ou nous montrer. Et c'est sûrement ce qu'a compris Nicholas Ferguson, qui en 1982 réalisera The Young Sherlock, une série de 8 épisodes qui nous raconte l'histoire d'un Sherlock Holmes âgé de 17 ans. Ce personnage est joué par Guy Henry, qui enquêtera sur les événements étranges dans un manoir. Nous avons ici l'une des rares apparitions d'un Sherlock jeune, je ne compte pas les flashbacks et autres, mais c'est peu commun de trouver des versions autres que des cinquantenaires, soixantenaires, voire plus, surtout à l'époque où les adaptations tentaient de rester le plus fidèle possible aux œuvres d'origine, et donc mettre en scène des Sherlock âgés. Et c'est grâce à cette série qu'un film sera produit, qui s'appellera chez nous Le Secret de la Pyramide, qui met en scène encore une fois un Sherlock jeune, aux côtés d'Harry Potter, qui joue le rôle de Watson. Ce n'est pas Daniel Radcliffe, mais Alan Cox. La ressemblance entre les 2 acteurs est absolument énorme et troublante, mais nous sommes à cette époque en 1985. Pas loin de 16 ans séparent ces 2 films. Et d'ailleurs, il a été réalisé par Barry Levinson, mais il a été scénarisé par un certain Chris Columbus, qui a affirmé lors d'une interview qu'il s'est inspiré de l'univers de ce film afin de réaliser Harry Potter à l'école des sorciers, d'où la ressemblance entre les 2 personnages. Le Secret de la Pyramide est en quelque sorte une version d'essai pour ce qui deviendra le premier film de la plus grande saga du monde. Évidemment, Sherlock est un univers absolument immense, et je ne vous parle là que des films, des téléfilms et des séries qui ne sont que des dérivés de ce qu'est réellement Sherlock Holmes. Les années 70 et 80 sont considérées pour beaucoup de personnes comme étant l'âge d'or des dessins animés, le point ultime où tout était excellent qui, malheureusement, n'a fait que devenir de plus en plus médiocre au fil des années. Alors déjà c'est faux, beaucoup de dessins animés de cette époque sont bons, voire excellents, mais ceux d'aujourd'hui, ou ceux des années 2000 ou 90 le sont également. Les années 70 et 80 ont été, on va le dire grossièrement, la naissance, ou du moins l'explosion, la popularisation des séries animées.
Évidemment, il y a 74 contre-exemples à ce que je viens de dire. Mais si vous demandez à un quarantenaire, un cinquantenaire de vous dire quels sont ses dessins animés préférés, il y a de très fortes chances pour qu'il vous en nomme un de cette époque, et dire que de toute façon c'était mieux avant. Tout ça pour dire que Sherlock est un univers qui a grandi avec l'évolution du monde, en débutant par quelques lignes sur papier, qui donneront naissance à un court-métrage, puis plusieurs films, téléfilms, séries en noir et blanc muets avant d'être parlants puis en couleur, plusieurs pièces de théâtre et encore plein d'autres choses, notamment des romans, des nouvelles, aussi bien du vivant de Sir Arthur que bien après sa mort. Et donc, c'est grâce à cette évolution que Sherlock Holmes sera adapté en série animée. Pas la peine d'en dire plus, vous savez déjà de quelle série je vais parler. Nous allons tous ensemble plonger dans la nostalgie grâce à cette sublime musique. Elle aussi. Mais au-delà du générique, ça m'aurait vraiment saoulé que les musiques des épisodes soient retouchées, car elles ont été composées par Kentaro Haneda, le génie qui a composé les musiques de Cobra. En collaboration avec un autre génie, Yuji Ono, qui de son côté a composé celle du Capitaine Flamme. Donc au niveau musique, nous avons déjà là une excellente base. Et même si Sherlock Holmes fait partie des personnages de littérature les plus connus, en France, beaucoup de personnes, notamment enfants, ont découvert ce personnage avec cette série animée sortie en 1984. Enfin, elle a réellement débuté en 81, mais elle a été stoppée au bout de 6 épisodes pour les problèmes de droit, et reprise au bout de 3 ans. Dans cette série, nous suivons tout simplement les aventures de Sherlock aux côtés de Watson qui déjoueront les plans de Moriarty. Point notable, tous les personnages de cette série sont des animaux anthropomorphes, qui marchent et qui parlent comme des humains. D'ailleurs, j'ai toujours confondu cette série avec le Tour du monde en 80 jours. Car quand je zappais d'une chaîne à l'autre et que je tombais en plein milieu d'une discussion avec des animaux, je me disais « Ah tiens, c'est le tour du Sherlock... monde en 80 Holmes, ok. » J'ai toujours confondu ces deux séries qui pourtant n'ont rien à voir ensemble. Je me dis « Bon, c'est pour les enfants. » Et au-delà de ça, je n'aime pas vraiment les séries animées qui se passent dans l'ancien temps à quelques rares exceptions. J'aime bien les séries futuristes, notamment Albator, Cobra, Capitaine Flamme et plein d'autres. Mais Sherlock Holmes, pour le coup, fait partie des rares séries que je ne m'attendais pas vraiment à apprécier. Et c'est surtout dû au ton de la série. Certes, ça reste une série pour enfants, mais les enquêtes à résoudre sont plutôt intéressantes, tout ça porté par de très bonnes musiques, entouré de personnages attachants, gadgets, c'est assez risqué. Et au final, nous avons là une excellente série visionnable à tout âge. Et donc, si on l'ajoute à la liste aux côtés de la version soviétique et britannique sans oublier le secret de la pyramide, les années fin 70 à 95, en dehors de ça, n'ont rien de très intéressant à nous proposer. Comme je l'ai dit, c'est très certainement dû à la lassitude du personnage, la redondance de certaines histoires, des changements de ton d'un film, téléfilm ou série à l'autre, le fait qu'il n'y ait quasiment jamais aucune continuité et que lorsqu'une nouvelle version voit le jour, elle s'impose comme étant un redémarrage avec un nouvel acteur, à la fois pour Sherlock, pour Watson, mais également Moriarty s'il apparaît, tout comme Mycroft. Et toutes ces raisons, une fois combinées, font qu'on peut très rapidement en avoir marre. Et les années mi-90 jusqu'en fin 2000 ne font que confirmer tout ce que je vous dis. Il y aura bien quelques films, mais totalement passés sous silence, même s'ils ne sont pas tous mauvais. Pas tous, hein. Retenez bien ça. Eh bien, nous avons devant nous la vraie pause de cet univers. En tout cas, pause sous le sens très faible médiatisation, ou alors rien qu'il soit réellement très attendu, très intéressant ou révolutionnaire. À part peut-être cette série animée composée de 26 épisodes diffusée chez nous en 2003 qui se nomme Sherlock Holmes au XXIe siècle, qui, comme son nom l'indique, se passe dans le futur, et plus précisément en 2103. Un futur où Watson est un robot et qui, avec l'aide de Sherlock, à peine sorti de son sommeil artificiel, devront arrêter Moriarty. Alors, c'est pas le vrai, mais un clone créé à partir de l'ADN de son ancêtre que Sherlock a enterré en Suisse. C'est une série animée, donc on peut accepter que ça raconte un peu n'importe quoi, tant que ça reste cohérent dans son propre univers, qui, pour la première fois, est raconté dans un contexte futuriste. Ce qui me rappelle une série obscure diffusée entre 76 et 77, dans laquelle Watson est remplacé par Yo-Yo, un homme-robot. J'en parle car c'est pour le côté futuriste. Et oui, ça existe pour de vrai. Elle a même été diffusée en France, et j'ai aucune envie de m'attarder dessus. Cette série est tellement mauvaise qu'elle est considérée comme étant l'une des pires jamais créées. Mais ça va, car le héros n'est pas le vrai Sherlock que l'on connaît. Celui-ci se nomme Alexander Boudère Holmes. Au moins, ils n'ont pas sali le personnage. Même si le simple fait d'utiliser Holmes dans le titre a suffi à piéger quelques personnes, au moins, ce n'est pas le vrai Sherlock. Nous quittons cette affreuse série afin de retourner en 2103.
Point notable, chaque épisode s'inspire des écrits de Conan Doyle, ce qui pourra plaire aux fans car certaines d'entre elles sont très fidèles, adaptées dans un contexte futuriste mais le dénouement final reste le même, tandis que d'autres se sont permis de grandes libertés. Ce qui peut également nous plaire car au moins les épisodes tentent de nous raconter autre chose, mais également déplaire car pourquoi réussir à être très fidèle si c'est pour partir complètement ailleurs dans quelques épisodes? Chacun y juge, mais vu ce dont on va parler plus tard, j'espère que vous aimez cette série, car à peu de choses près, elles sont identiques, en tout cas au niveau des libertés prises envers les écrits d'origine. Tout ça pour dire que les années 70 à fin 95, si on regarde ça de très haut, n'ont pas grand chose à nous proposer. Certaines œuvres sortiront du lot, mais seront aux côtés de choses de mauvaise qualité, voire de très mauvaise qualité, alors que tout le reste n'est qu'anecdotique. Et c'est donc à partir de 1995 que cet univers sera pour la toute première fois en pause. Et nous allons en profiter afin de faire un bilan. Alors, je sais qu'il reste un peu plus de 20 ans à traiter, mais nous avons déjà retracé plus de 100 ans d'existence. Plus de 100 ans pour un personnage créé par un seul homme, Sir Arthur Conan Doyle. Personnage d'abord de littérature qui fera l'objet d'une première adaptation cinématographique grâce aux moyens de l'époque. Moyens qui vont évoluer au fil du temps. Et c'est grâce à ça que nous pourrons découvrir les aventures du futur célèbre détective, au cinéma, dans plusieurs films, puis passera par la case télévision, au sein de plusieurs téléfilms et séries, tout ça en noir et blanc et muet. Et toujours grâce à cette évolution, ces deux paramètres précédents seront effacés, afin de découvrir notre héros en couleur et qui parle, aussi bien incarné par des acteurs réels, mais qui prendra également vie sous forme d'animation. Tout ça sans oublier la radio qui, de son côté, aura droit à quelques exclusivités le concernant. Et c'est pareil pour la littérature. Que ce soit Sir Arthur lui-même ou un très grand nombre d'écrivains, aussi bien de son vivant que bien après sa mort, ont publié, continuent à publier ou vont bientôt publier de nouvelles aventures concernant le détective Sherlock Holmes. Plus de 100 ans d'existence pour ce personnage qui a évolué en même temps que le monde. Ce qui a permis de passer de quelques lignes sur papier à des jeux, des séries, des films d'une qualité incroyable. Et parmi ces œuvres, certaines restent encore à ce jour comme étant les meilleures versions jamais existées. Et parmi ces quelques meilleures versions, certaines sont considérées comme étant des versions ultimes de Sherlock Holmes, à la fois en termes de narration et d'interprétation. Et ce n'est pas terminé. Absolument toutes ces meilleures versions vont, selon moi, très rapidement être détrônées par une seule œuvre. L'année 2009 marquera le vrai grand retour du personnage, qui n'est jamais vraiment tombé dans l'oubli, car certains films, téléfilms, dessins animés et jeux vidéo verront le jour, mais il faut bien reconnaître que les dernières sorties ne sont pas spécialement les versions les plus intéressantes ni les plus mémorables qui existent concernant cet univers. Et cette nouvelle version marque le début de plusieurs œuvres plutôt excellentes. Mais commençons par le commencement. Au début, il n'y avait rien. Puis vint Arthur Ignatius Conan Doyle, un écrivain de génie qui, sans s'en rendre compte, donnera vie à l'un des plus grands personnages de littérature jamais écrits. Et c'est grâce à ça qu'un film sera réalisé en 2009 par Guy Ritchie, qui s'occupera de remettre au premier plan, et de manière excellente, le célèbre détective. Avec un budget de 90 millions de dollars, avec dans le casting Robert Downey Jr. dans le rôle de Sherlock, Jude Law dans le rôle de Watson, tout ça sur des musiques composées par Hans Zimmer, le nouveau départ de Sherlock s'annonce plutôt pas mal. Même si plusieurs problèmes en ressortent après son visionnage. Qu'on soit d'accord, ce film nous montre là une bonne version de Sherlock. Le film est bien rythmé, il y a de bonnes punchlines, de bonnes performances d'acteurs, de bonnes chorégraphies, c'est bien filmé, de bons effets spéciaux. Mais son plus grand défaut est qu'il ne prend pas trop de risques. L'histoire se passe au 19e siècle, et pour un nouveau départ, ils auraient pu changer ce paramètre, faire de ce Sherlock une version plus moderne, et pourquoi pas faire un Sherlock des années 2000, plutôt que d'être fidèle envers un certain code mis en place depuis le tout début, notamment avec les premières versions, afin de ne pas trop décevoir. En dehors de ça, les personnages sont quasiment fidèles aux origines. Watson boite, il a une stache horrible, mais comme c'est Jude Law, ça passe. Sherlock fume, il boxe, qui est un sport auquel s'adonne ce personnage dans les versions de Conan Doyle. Pratique qui a pu disparaître au fil du temps suivant les adaptations, mais qui réapparaît au premier plan dans ce film et de manière intelligente. Car plutôt que d'en faire un bourrin qui tabasse comme un forain, ils ont réussi à adapter le don d'éloquence qu'a Sherlock pour élucider des crimes, en le faisant visualiser son adversaire afin de détecter tous ses points faibles, et également anticiper ses prochains coups, afin de les éviter et de répliquer en frappant là où ça fera le plus de dégâts sans prendre trop de risques. First, distract target. Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. Discombobulate. Dazed, will attempt wild haymaker. Employ elbow block. And body shot. Block feral left. Weaken right jaw. Now fracture. Break cracked ribs.
traumatize solar plexus, dislocate jaw entirely, heel kick to diaphragm. In summary, ears ringing, jaw fractured, 3 ribs cracked, 4 broken, diaphragm hemorrhaging. Physical recovery 6 weeks. Full psychological recovery 6 months. Capacity to spit it back of head neutralized. Et même si ce système est assez intéressant, il n'est pas unique. J'ai déjà vu ça dans la série Action Man, où durant les scènes d'action, possiblement dangereuses, le personnage se met à réfléchir de la même manière afin d'en sortir indemne. Mais le vrai principal défaut, c'est que nos héros finalement n'ont qu'une chose à faire. Arrêter le tueur en série Lord Blackwood, interprété par Mark Strong. Personnage qu'on pense mort dès le début du film, sauf qu'il revient bien vivant vers la toute fin. Et c'est le seul retournement de situation qu'on voit venir dès le moment où il meurt. Tout ça n'est qu'une mise en scène afin de terminer les préparatifs pour son coup d'état et ensuite prendre le pouvoir. Plan qui sera bien évidemment déjoué par Sherlock et Watson, mais également grâce à Irene Adler, interprétée par Rachel McAdams. Donc certes, le film passe tout seul, l'enquête est bien menée, mais ça n'aurait pas été de refus qu'elle soit plus complexe avant de le retrouver. C'est pas parce qu'on pose 2 questions qui sont compliquées qu'on va quitter la salle pour aller voir Fast and Furious. Mais au final, c'est un très bon film, qui a de bonnes idées, aussi bien en termes de narration qu'en scène d'action, qui nous montre une version de Sherlock qu'on peut penser fou, excentrique, parano, dû au fait qu'il parle assez rapidement, souvent tout seul et pour ne rien dire, mais qui en fait est extrêmement intelligent. Un peu déçu que, même avec sa grande intelligence, se trompe littéralement sur le passé de la future femme de Watson, en tout début de film, mais ce n'est qu'un détail. Et ce qui est vraiment bien, c'est que les 2 personnages se connaissent déjà. On aurait très bien pu se retrouver avec un film où ils ne se connaissaient pas, puis qu'au bout d'1 heure deviennent les meilleurs amis du monde, avant de bouder chacun de leur côté, jusqu'à ce qu'ils redeviennent des amis pour la vie, afin de sauver le monde à la toute dernière seconde. Leur relation est très forte et palpable, ils sont tous les 2 complémentaires. Watson s'ennuie s'il n'est pas à ses côtés, et veut se prouver le contraire en emménageant avec sa femme. Et Sherlock n'arrive à rien sans lui, il devient dingue, il peut passer 10 heures à choper des mouches, il tourne en rond s'il n'a pas Watson à ses côtés. Et en dehors de ces quelques défauts, c'est un très bon film, une excellente version de Sherlock et un excellent nouveau départ pour cet univers. Mais il n'est pas parfait. Comme on vient de le voir, il manque quelque chose. Et ce quelque chose sera présent dans sa suite. Toujours réalisé par Guy Ritchie, musique toujours composée par Hans Zimmer, Downey Jr. et Jude Law toujours présents, sauf que cette fois, l'ennemi mis en avant n'est pas du même niveau que dans le premier, qui nous racontait une histoire certes intéressante, mais la menace était totalement oubliable. Là, on passe directement au plus grand rival de Sherlock Holmes, Moriarty. Il est présent dans le premier film, il tient les ficelles, oui, mais il ne le combat pas réellement. D'ailleurs, il n'apprenne son existence qu'à la toute fin. Je trouve, personnellement, son arrivée beaucoup trop rapide, car on passe de 2 ou 3 apparitions à la Dr. Mad à sa présence complète comme Thanos dans Infinity War. L'élément important à retenir, c'est un dispositif activable à distance qu'il convoitait sur la machine de Blackwood, qui visait tous les sénateurs dans le premier volet. Et voilà, c'est ça qui nous le propulse au premier plan en tant que principale menace. Il aurait très bien pu faire son apparition dans le 3e film afin que le danger que représente cette personne soit mieux travaillé par les scénaristes. Ce n'était pas urgent qu'il débarque tout de suite, ils auraient pu faire en sorte de mieux travailler son rôle en tant qu'homme de l'ombre, et qu'à la toute fin du 2 débarque pour nous faire attendre le 3e pour la confrontation finale, si confrontation il y a. Sa présence à l'écran n'est pas du tout utile. Tous les ordres qu'il donne auraient très bien pu être donnés sans qu'il soit réellement présent, et en plus de ça, tous les ordres donnés auraient pu être exécutés par une seule personne. Et cette personne existe dans ce film. Ce qui donne l'impression qu'il a été balancé comme ça parce qu'il ne savait pas quoi raconter ni qui introduire. Mais alors, c'est un bon film ou non? C'est une bonne suite ou non? Eh bien la réponse n'est pas simple. Il n'est pas moins bien, mais il n'est pas meilleur non plus. Je n'arriverai pas à le classer au-dessus ni au-dessous. Le premier film, malgré son méchant oubliable, passe très bien. Le deuxième, malgré son méchant excellent, mais qui reste mal introduit, passe mal parce que je le trouve inutilement lent à quelques rares exceptions. Ils ont Moriarty, ils sont contents, mais ne savent pas quoi en faire pour le rendre vraiment méchant. Il est expédié au premier plan comme ça, et supposé mort à la fin dans une scène qui reprend assez fidèlement la chute des 2 hommes en Suisse. On va rentrer plus en détail dans le film. Irene Adler fait son retour et meurt dès le début car elle n'a pas mené à bien sa mission ordonnée par Moriarty.
tuer Sherlock. Watson, depuis le premier film, ne veut qu'une chose, se marier et partir vivre avec sa femme, ce qui veut dire loin de Sherlock, ou en tout cas, ne plus travailler avec lui. Ils quitteront tous les deux la ville à bord d'un train, mais Sherlock décidera de se déguiser en femme afin de s'infiltrer à l'intérieur pour aller le chercher car il a besoin de son aide. Et cette scène est très intéressante. Dans les livres, c'est Irene Adler qui se déguise en homme afin de retrouver Sherlock, et c'est une chose qui, pour l'époque, était assez osée. Donc, clin d'œil assez sympa, qui nous redirige vers une ancienne déclaration qu'a fait Robert Downey Jr. lors de la promotion du premier film. Il a déclaré que pour le reboot de cet univers, que son Sherlock Holmes était gay. Face à cette déclaration, les producteurs se sont quelque peu agacés contre lui, et Andrea Plunkett, celle qui détient les droits d'auteur de ce personnage aux États-Unis, a déclaré que si jamais les scénaristes laissaient entrevoir la possibilité que ce personnage l'était réellement, jamais elle ne donnera son accord pour que d'autres films voient le jour. Comme un deuxième volet est sorti et qu'un troisième est prévu pour très bientôt, vous avez très bien compris que face à un tel succès qui rapportera pour ces deux films plus d'1 milliard de dollars de recettes mondiaux pour un budget combiné de 215 millions de dollars, Robert s'est fait engueuler et les scénaristes, les réals, les studios, enfin bref tout le monde, se sont excusés et ont affirmé que, bien évidemment, ce Sherlock n'est pas gay, car ils ont devant eux une bonne machine à fric, alors ils ne vont bien évidemment pas la saboter avec ce genre de déclaration. Vous savez, à l'époque, on était en 2009, les gens n'étaient pas prêts. Qu'il le soit ou non, ça ne change rien au fait qu'il soit badass et intelligent, et surtout ça ne retire rien au succès des films. Et je ne vois pas le problème, je fais partie des personnes qui, je l'espère, sont très nombreux, ou au moins plus de la majorité des habitants de cette planète, qui n'en est strictement rien à faire de l'orientation sexuelle des gens que je connais, que je croise, que j'admire ou que je regarde. Mais bon, l'argent avant tout. Donc non, il n'est pas gay, et c'est grâce à ça que nous avons des suites. Pour y revenir justement, comme je le disais, le premier manquait de quelque chose, une vraie menace. Cette menace, nous l'avons ici, c'est clair. Mais plusieurs scènes sont en trop, ou en tout cas sont trop longues, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on peut s'ennuyer. On a d'excellentes scènes de baston, puis de longues discussions avec un groupe de forains dans les bois. On y fait la connaissance de Moriarty, même si mal introduit, reste très appréciable. Puis nous avons le mariage de Watson, où il a la tête dans le cul. Nous avons un combat final intéressant qui nous montre un ennemi aussi intelligent que lui, voire même plus, car il possède le même sens que Sherlock concernant les combats, et au final, il l'a battu. Et s'il n'aurait pas opté pour autre chose, seul Sherlock aurait chuté et donc serait possiblement mort. La scène est rapide, brute, et surtout, on ne s'attend pas à ça, et donc la scène fonctionne. Et puis, à côté de ça, nous avons Mycroft, qui, comme je l'ai dit au début, peut être un très bon personnage, comme très mauvais. Tout dépend de comment il est introduit dans l'histoire et de qui l'incarne. Et pour ce film, c'est une catastrophe. Nous avons ici un comic relief inintéressant au possible qui n'est là que pour dire qu'il est le frère de Sherlock, il montre son cul, et il donne un objet à son frère qui disparaît puis réapparaît durant les 7 dernières secondes du film. Et le pire, c'est que les deux films durent tous les deux 2h10. Le premier passe tout seul, mais le deuxième, j'ai vraiment le sentiment qu'il dure 3h30 tellement il est rempli de scènes longues. Évidemment, avec tout ça, je devrais le placer en dessous du premier. Mais ce film possède en lui une scène qui le sauve de ça. Une seule scène a suffi à me faire comprendre que même s'il peut être chiant et long à quelques passages, je suis totalement prêt à le revisionner entièrement uniquement pour le plaisir de revoir cette scène. Ne pas vous la passer serait dommage et en même temps un vrai manque pour mes vidéos. Et la couper durant l'action serait un sacrilège. Et tous ensemble, nous allons remercier YouTube pour avoir bloqué cette vidéo après moult tentatives de mise en ligne. C'est entièrement à cause de cette scène. Ce qui est quand même assez étrange, car elle est en ce moment disponible sur plusieurs autres chaînes qui, bien évidemment, ne font pas partie du groupe Warner. Et la plupart d'entre elles n'ont rien fait d'autre à part mettre en ligne cette scène sans pour autant être bloquées. Mais par contre, si c'est moi qui utilise cette scène afin de vous parler plus en détail de Sherlock Holmes, alors là c'est non. C'est juste pas possible. Donc, si vous n'avez jamais vu cette scène, la meilleure scène de ce film, je vous invite à mettre pause tout de suite. Je vous mets le lien en haut et également dans la description. Allez la voir, et si le cœur vous en dit, je vous invite à revenir. Je suis totalement prêt à revoir ce film en entier uniquement pour revivre et ressentir ces quelques 3 minutes 30. Cette scène est absolument magistrale. Alors ce n'est peut-être pas l'une des meilleures scènes d'action qui existent dans le monde, mais pour moi cette scène restera jamais gravée dans mon esprit.
Et ce style est présent depuis le premier, notamment avec les combats que Sherlock arrive à anticiper. Tout est millimétré pour comprendre chaque acte, chaque mouvement présent à l'écran. Et à la toute fin, on apprend que Moriarty possède ce même don. Ce qui veut dire que les scènes, plutôt que d'être à chaque fois montrées du point de vue des héros, nous l'avons ici du point de vue du méchant. Et d'ailleurs, Guy Ritchie, en 2015, réalisera Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Je vais pas en parler en détail, même si je ne comprends toujours pas pourquoi il s'est fait défoncer par les critiques, mais certaines scènes évoquent très clairement son style de scène d'action. Pour en terminer avec ces deux films. Le premier avait des scènes d'action assez intéressantes, et dans le 2, elles ont toutes encore plus de gueule, mais c'est dommage qu'elles soient quasiment toutes étouffées sous des dialogues et des scènes pas vraiment utiles ou trop longues. Et là, nous venons d'aborder le film de 2009 et sa suite sortie en 2011, mais il y a eu quelque chose entre-temps, sorti en 2010. En fait, il y en a eu 3. D'abord 2 films, Sherlock Holmes et les mystères de Londres, et celui de Tom et Jerry, qu'on ne va pas aborder plus en détail, je mentionne juste son existence, et enfin une série britannique. Les Mystères de Londres est sorti en janvier avec Ben Sider en tant que Sherlock et Gareth David Lloyd en Watson, au milieu d'une histoire avec un dinosaure, un dragon et une pieuvre géante. Ce film nous offre des jeux d'acteurs pitoyables. Et tous mes camarades ont disparu sous les mers. Tous. Le monstre ne leur a laissé aucune chance. Des caméramans atteints de la maladie de Parkinson, des effets spéciaux pourris et, comble du luxe, ce film a réussi à traverser les frontières afin de s'échouer sur nos côtes, a été repêché et a été traduit en français. Et, bien évidemment, la VF est totalement à chier. Il semble que le navire du trésor ait coulé dans la Manche. Les causes du naufrage sont assez vagues. Je n'ai absolument aucune envie d'en parler en détail, car rien qu'avec cette jaquette... Vous avez déjà compris que c'est le genre de film qui s'est vendu uniquement sur la présence du nom inscrit en gros de Sherlock Holmes, et que sans, personne n'aurait eu vent de son existence. Et même avec ça, ça n'a pas fonctionné. C'est nul. Ce film ne sert pas ce personnage, il l'utilise pour raconter n'importe quoi et tente de s'en sortir en y balançant Sherlock et Watson. Maintenant, on passe à la série. Radicalement l'inverse de ce qu'on vient d'aborder. L'inverse, car elle n'utilise pas ce personnage. Elle le sert. Et non seulement elle le sert, mais elle en change certains traits sans que cela ne soit néfaste pour lui. Et chose très bien vue, cette histoire nous est racontée d'une façon un peu plus... moderne. Série débutée en juillet 2010 qui compte à ce jour 12 épisodes plus de hors-série, avec dans le rôle de Sherlock Benedict Cumberbatch aux côtés de Martin Freeman dans le rôle de Watson. C'est, de mon point de vue, la meilleure version qui existe, ne cherchez pas plus loin. Tout l'univers a subi un gros rafraîchissement, et en même temps, rien n'est oublié. Fini les calèches et les télégrammes, maintenant Sherlock communique par téléphone et prend des taxis. Tout l'univers a été modernisé, mais tout est fait en sorte pour que rien de ce qui fait de lui un vrai Sherlock ne soit retiré. Chaque élément est présent. Ce chapeau ridicule qui change suivant les versions, ici on s'en moque mais de manière intelligente. Il ne fume pas, et au contraire il essaye d'arrêter. Il fume uniquement lorsqu'il n'arrive plus à avancer dans son enquête, ou alors dans l'attente d'une toute nouvelle qui serait assez intéressante pour qu'il se concentre dessus. La loupe est présente, mais sous un autre style. En fait, tous les éléments sont présents, mais montrés de différentes manières, plutôt que de faire le Sherlock de base, qui fume, qui porte son chapeau ou casquette et qui balance toutes les 20 minutes, élémentaire mon cher Watson. C'est un détail, mais Watson en général boite, ou du moins il se balade avec une canne. Et bien, dès le premier épisode de la première saison, lors de ce retour de guerre,
il en aura une qu'il va totalement oublier car sa blessure est psychologique et il s'en passera définitivement aux côtés de Sherlock. Sa double casquette est présente, elle est ridicule, il s'en moque, mais il la portera à quelques rares occasions. Il y aura quelques blagues dues au fait que ce sont deux hommes de 40 ans qui emménagent ensemble, et comme ces aventures sont mises en ligne par Watson, le monde entier peut évidemment se poser quelques questions concernant leur relation. Et ça, c'est également le rôle de Watson. Dans plusieurs anciennes versions, il s'occupera de mettre sur papier toutes leurs aventures. Mais je n'ai pas le souvenir qu'il y ait déjà eu des commentaires ou des blagues dues au fait qu'ils sont toujours ensemble pour mener l'enquête. Eh bien pour cette série, c'est chose faite. Plusieurs personnes les pensent gays, car ils habitent ensemble et sont toujours ensemble sur le terrain, alors que non. Déjà Sherlock n'est pas vraiment le meilleur côté sentimental, et Watson, de son côté, rencontrera quelqu'un dans quelques épisodes. Venons-en à la moustache de Watson. Il est assez rare de trouver des versions de ce personnage sans cette stache horrible. Encore une fois, tout dépend de qui la porte. La version de Martin Freeman la portera après un événement tragique qui en fait ne l'est pas tant que ça. Et étant bien conscient qu'elle est ridicule, après plusieurs remarques, il décidera de la raser. C'est un élément qui a mal vieilli, surtout à l'époque actuelle. Elle était peut-être banale à l'époque, mais de nos jours, Watson avec une moustache, on a du mal à le prendre au sérieux, et donc les blagues dessus étaient inévitables, mais elles ne sont pas récurrentes. Le frère de Sherlock, Mycroft, est ici très important, bien introduit et extrêmement bien interprété. Même Madame Hudson, qui est un personnage quasiment tertiaire à l'histoire, et pourtant, chacune de ses apparitions nous donne envie de la voir comme grand-mère, alors qu'en tout elle doit apparaître 35 minutes. Chaque trait existant est présent, mis en avant, se permettant également de l'humour qui fonctionne, sans pour autant devenir une série comique. Elle ne se repose pas sur le nom Sherlock pour raconter des histoires, dont il ne devrait même pas être le héros en temps normal. Chaque épisode s'inspire des romans de Conan Doyle, mais prend énormément de liberté, ce qui la rend libre de nous raconter autre chose, qui pourtant fonctionne quand même, voire même plus. Et en fait, je crois que c'est la première fois qu'on a un personnage très différent de ce qu'il est censé être, en dehors d'un détective, qui soit tellement bien travaillé qu'on n'a aucun problème à le considérer comme étant une excellente version de ce qu'est censé être Sherlock Holmes. Évidemment, je pourrais continuer pendant 4 heures à vous dire du bien de cette série, mais le mieux, c'est que si vous ne la connaissez pas, je vous en supplie, regardez-la. Je ne la connaissais pas moi non plus, mais dès le premier épisode, j'étais déjà conquis, alors j'ai tout regardé en une semaine. Et une chose que je n'ai pas encore précisée, c'est que sur les 14 épisodes que forme cette série, 13 d'entre eux durent 1h30. En fait, 1h30 est le format de base pour cette série. Le seul épisode qui ne dure pas aussi longtemps est l'un des hors-séries. 1h30 par épisode. À ce stade-là, ce sont quasiment des films. Ce qui change des traditionnels 22 épisodes de 40 minutes tous les 10 mois pendant 7 ans. Avec ce système, ça ne laisse pas de place aux histoires inutiles et surtout la série respire. Car la première saison a été diffusée en 2010, la deuxième en 2012, la troisième en 2014 et la quatrième en 2017. Le premier hors-série, donc celui qui dure 7 minutes, qui sert principalement à annoncer la troisième saison, a été diffusé en 2013 et se nomme Many Happy Returns. Et quant au deuxième, L'Effroyable Marié, a été diffusé en 2016. Ce qui forme un total de 14 épisodes formidablement bien construits, brillamment interprétés par des acteurs géniaux. Une vraie série qui te fait réfléchir, te fait poser des questions et par-dessus tout, elle n'est absolument pas du tout prévisible. Quasiment tout ce qu'on prend pour acquis à chaque fin de saison est à remettre en question dans la saison prochaine. Pourquoi ? Parce que c'est incroyablement bien écrit. J'ai rarement vu une série aussi bonne, et je m'en veux de ne pas l'avoir découverte plus tôt. Évidemment, certains épisodes sont moins intéressants que d'autres, comme par exemple Le Chien des Baskerville, qui fait son grand retour ici dans la deuxième saison, qui est plus là pour continuer cette longue succession d'adaptations de cette histoire, que pour nous raconter vraiment autre chose. Mais au final, peu d'épisodes d'une incroyable qualité diffusés tous les 2 voire tous les 3 ans, font de cette série un véritable chef-d'œuvre dans l'univers de Sherlock Holmes. Chef-d'œuvre qui bénéficiera d'une adaptation en manga reprenant très fidèlement toutes les aventures de cette série. Et cet univers de Sherlock, en tout cas cette version, n'est pas terminé. La 4e saison est une excellente conclusion à la série, qui peut également mener à une 5e saison. Elle n'est pas obligatoire, mais n'est pas impossible. Le réalisateur lui-même a confirmé que tout est possible, mais c'est également par manque de temps qu'ils ont préféré ne rien annoncer. Et depuis la pandémie, ce n'est pas vraiment d'actualité. Face à un tel succès, les États-Unis, qui incontestablement détestent quand quelque chose fonctionne dans un autre pays, qu'ils se sentent obligés de tout refaire à leur façon, se sont dit « Tiens, pourquoi on ne ferait pas une série nous aussi ?» Après tout,
C'est nous qui avons relancé la machine 1 an avant leur première saison. Et c'est ainsi qu'est né Elementary. Je rigole. Mais pas entièrement. Cette nouvelle série se passe dans un contexte moderne et met en scène Lucy Liu dans le rôle de Joanne Watson, qui pour cette version est une femme, aux côtés de Johnny Lee Miller dans le rôle de Sherlock. Avant de commencer, comme beaucoup d'articles lui ont reproché d'être une simple copie de la version anglaise, d'où mon ironie, je ne vais pas faire comme si je n'avais rien vu. Évidemment, ça peut paraître un peu bizarre qu'à peine 2 ans après la version anglaise, qu'une version américaine débarque et qui se passe quasiment en même temps qu'elle. En tout cas, c'est le monde moderne. Un atout ajouté dans la version anglaise qui lui a valu un grand succès. Atout que peut-être cette série a voulu reprendre afin de connaître le même succès. D'ailleurs, elle s'appelle Elementary, en référence à élémentaire, mon cher Watson. Car s'il l'aurait appelé Sherlock elle aussi, ou en tout cas Sherlock Holmes ou n'importe quoi d'autre, mais qui fasse référence directement au titre de la version anglaise, là ça aurait été plus compliqué pour se défendre. Donc en faisant ça, il tente de la démarquer, mais surtout le vrai changement, c'est Watson. Mais ça, on en reparlera juste après. Au-delà des articles totalement putaclic qui s'amusent à comparer chaque élément présent dans les deux versions, nous allons juste parler de la série en elle-même, sans prendre en compte pour l'instant ce qui a été fait autour d'elle. Je n'ai pas regardé la série intégralement, car je sais déjà comment elle fonctionne, et vous aussi, même sans l'avoir regardée. Le fait que le personnage se nomme Sherlock Holmes nous incite ou nous force à accepter que tout ce qui sortira de sa bouche est forcément réfléchi, et même si tout ce qu'il dit n'a aucun sens, ça en a forcément car il s'appelle Sherlock Holmes, et surtout il est plus intelligent que la moyenne. Alors que non, il n'est qu'un enquêteur basique. C'est un mélange entre Monk, psy-enquêteur malgré lui, et Dr House. Et ces 4 séries, en comptant celle-là, sont pareilles. Du coup, je vous vois déjà venir en me disant que comme je l'ai pas regardé intégralement, je ne peux pas en parler ni la juger. Sauf que sans l'avoir regardée, je sais comment elle fonctionne. Et encore une fois, vous aussi. Cette série fait partie des 73% des séries existantes qui sont composées d'une vingtaine d'épisodes pour leur première saison. Et suivant leur audience et l'accueil du public, on continue à en produire jusqu'à la baisse d'audience, le ras-le-bol ou tout simplement plus envie de la continuer. Pour cette série, les audiences étaient présentes, mais elle s'est conclue avec une saison de 13 épisodes, moins que d'habitude. Maintenant, on se focus sur elle. Comme elle fait partie des 73% des séries existantes qui sont composées d'une vingtaine d'épisodes pour la première saison, elle fait partie des 61% des séries qui, au total, comptent une vingtaine d'épisodes qui forment ensemble ce que l'on appelle le fil rouge. L'intrigue principale qui est enfouie au milieu de toute la série. En l'occurrence, une vingtaine d'épisodes sont utiles sur les 154 qui la composent. Dans le premier épisode, on nous présente les personnages qui dans 50% des cas ne se connaissaient pas avant, donc il faut qu'ils fassent connaissance, et au bout du 4e épisode, sont des meilleurs amis pour la vie. Et c'est ainsi que l'on perd le fil rouge, avec pas moins d'une quinzaine d'épisodes inutiles à l'intrigue qui ne sont que du remplissage. Jusqu'à ce qu'ils refassent surface à la toute fin de la saison pour rencontrer leur ennemi, ou alors qu'il leur arrive quelque chose de grave. Ce qui du coup nous incite à revenir la saison prochaine, dans laquelle uniquement le premier épisode, voire les 2 premiers, seront utiles, jusqu'à ce que disparaisse de nouveau le fil rouge, qui ne refera surface qu'à la toute fin. Et ainsi de suite, jusqu'à l'arrêt de la série. Et voilà. Je viens à l'instant de vous expliquer comment fonctionne une série qui a une intrigue principale, enfouie sous des épisodes inutiles, mais qui pour le coup, n'en demeure pas moins mauvaise. Et là vous pouvez me dire que c'est pareil pour plein d'autres séries, et pas uniquement elle. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit qu'elle était la seule. J'ai dit qu'elle faisait partie des séries qui fonctionnent comme ça. Personnellement, les épisodes inutiles, je n'aime pas ça, d'où ma grosse préférence pour la version britannique. 14 épisodes en 7 ans. Quantité ne veut pas dire qualité, et dans ce cas précis, non. Trop d'épisodes m'ont fait stopper la série, parce que je veux savoir où elle va. Et quand tu te tapes 45 épisodes dans lesquels il n'y en a que 7 qui soient réellement utiles, et qu'à ce stade-là tu n'as vu qu'un tiers de la série, désolé, mais c'est chiant. C'est bien réalisé, c'est bien écrit, c'est bien joué, mais des séries comme elle, il en existe plein d'autres. La série britannique, c'est l'équivalent de 13 films. Et là, c'est une série d'enquêtes parmi toutes les autres. J'ai cité Monk, Psy et Dr House, comme il en existe encore plein d'autres. Qu'on soit d'accord, la série est pas mal, mais ce n'est pas une vraie révolution pour ce personnage. Elle est à mettre aux côtés des plus anciennes qui existent, qui ont également servi à agrandir son univers. Elle n'utilise pas le personnage, elle le sert au même titre que les films de Basil Rathbone ou les films sortis en 2009 et 2011. Nous avons évoqué au début des problèmes de plagiat dont elle était accusée vis-à-vis de la version britannique. Évidemment, elles ne sont pas à comparer. J'ai une préférence, mais je ne les compare pas. Eh bien, il y a un élément mis au premier plan qui, j'en suis sûr, a été modifié afin de pouvoir contre-attaquer ces accusations.
Comprenez bien tout ce que je vais dire, car dans le contexte actuel, chaque mot peut porter à confusion et je me dois de m'expliquer de manière claire et sans aucun sous-entendu. L'élément principal qui a été modifié, c'est le sexe de Watson. Cette série se veut différente de ce qui a toujours été fait sur Sherlock en général, et le simple fait d'avoir mis une femme dans ce rôle-là n'est pas un choix d'écriture. Je vous parie ma vie que les scénaristes ont fait ça d'abord pour plaire aux féministes, et ensuite pouvoir défendre la série lorsqu'elle sera critiquée pour plagiat et également attaquée par tous les imbéciles qui n'aiment pas quand on modifie certaines choses de ce qu'ils aiment. Le choix de mettre une femme pour ce personnage est un coup pour démarquer la série. Et en faisant ça, elle devient en quelque sorte inattaquable et non jugeable. Car si jamais des gens n'apprécient pas cette série, et donc la critique, les producteurs, les scénaristes, les studios, enfin bref tout le monde, s'érigerait en tant que porte-parole des femmes, afin de pointer du doigt que si jamais on n'aime pas, c'est à cause du fait que Watson, maintenant, soit une femme. Et c'est pareil pour Moriarty, les deux personnages sont des femmes. Mais excusez-moi, ça n'a rien à voir. On peut ne pas aimer cette version, on peut ne pas aimer cette version de Sherlock. On peut ne pas aimer que cette histoire ne se déroule pas à Londres. On peut ne pas aimer plein d'autres choses dans cette série, tout comme ne pas aimer le rôle de Watson, sans forcément jouer les machos sexistes et pointer le fait qu'avant c'était un homme et maintenant c'est une femme. Le seul vrai défaut que moi je lui reproche, c'est d'avoir une histoire précise enterrée au milieu de plus d'une centaine d'épisodes inutiles qui ne sont que des enquêtes à résoudre avant de passer à une nouvelle et ainsi de suite jusqu'à retrouver le fil rouge. Watson est un bon personnage, l'alchimie entre les deux personnages fonctionne, et en faisant ça ils nous ont également prouvé qu'avec une femme ça peut être aussi bien, voire même mieux, et c'est le cas. Mais ça a également permis à cette série de se défendre en mettant en avant le côté féministe si jamais elle était critiquée, même si on ne visait pas spécialement le rôle de Watson. Comprenez bien, moi je m'en fous, c'est pas pour ça que j'ai arrêté. J'ai arrêté car je n'avais plus le courage de la continuer. Le rôle de Watson ne me gêne en rien tant qu'elle est bien introduite et qu'elle a quelque chose à raconter. Et c'est le cas, alors j'ai aucun problème. Et même si c'était Sherlock qui devenait une femme, ça ne m'aurait pas gêné tant que ça reste bien écrit. Et d'ailleurs, ça existe. Miss Sherlock est une série japonaise de 8 épisodes sortie en 2018, avec Yoko Takeuchi dans le rôle de Sarah Sherlock et de Shiori Kanjiya dans le rôle de Wato-san, ou Dr Wato, donc Watson. Et c'est également une bonne série, surtout qu'en plus, les deux personnages principaux sont des femmes. Donc comme quoi, changer certains détails, voire même personnages, n'est pas forcément une mauvaise chose tant que tout reste cohérent et bien écrit. Malheureusement, il n'y aura pas de suite, en tout cas pas avec l'actrice principale, car elle est décédée en septembre l'année dernière. On revient en 2012 pour conclure avec Elementary. C'est très loin d'être la pire série, et loin d'être la pire œuvre dans l'univers de Sherlock, et qui plus est, un Sherlock moderne. Même si la version anglaise l'a dépoussiérée et modernisée d'une façon extrêmement intelligente, sans se casser la gueule, elle a quand même apporté son lot de nouveautés que n'a pas apporté la version britannique. Notamment avec le passé de Sherlock qui sort à peine d'une cure de désintoxication qui sera accompagnée par Watson qui, dans cette version, est plus une auxiliaire de vie imposée par son père. Même s'il y a des ressemblances avec le personnage d'origine, ce ne sont pas les mêmes et cette histoire ne se déroule plus à Londres. Donc, ça a quand même apporté son lot de nouveautés. Et en parlant de nouveautés, ou plutôt de rareté dans cet univers, Bill Condon, en 2015, soit 3 ans plus tard, réalisera Mr. Holmes, qui adapte les romans Les abeilles de Monsieur Holmes de l'écrivain Mitch Collin. Ian McKellen dans le rôle phare, aux côtés de Milo Parker, d'Hiroyuki Sanada, Laura Linney et de Hattie Morahan. Ne vous attendez surtout pas à un film d'action, c'est plus une histoire et pas une histoire qui se passe uniquement au présent. Nous avons ici un Sherlock âgé de plus de 90 ans, ce qui est assez rare pour être mentionné. On était surtout habitué à voir un personnage d'entre 45, 60 ans, voire même plus avant les années 90, et les versions les plus récentes nous ont habitués à Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch et Johnny Lee Miller, donc des quarantenaires. Cette fois-ci, il a 93 ans, il est à la retraite, n'a plus son sens de la déduction qui a fait de lui le célèbre détective que le monde connaît, aussi bien le nôtre que le leur, car dans ce film, nous pouvons apercevoir Sherlock visionner un film au cinéma qui adapte les romans écrits par James Watson qui, lui, mettait sur papier toutes leurs aventures. Quand je dis que nous avons plus une histoire qu'un film d'action, c'est tout simplement parce que nous écoutons Sherlock du présent, donc à la retraite, nous raconter l'une de ses enquêtes d'il y a 35 ans lorsque son sens de la déduction était encore présent. Je pense qu'on a été trop habitué à voir des aventures où il y avait des complots dans tous les sens et des méchants partout. Et là, ça fait presque du bien d'avoir une petite histoire comme ça, sans avoir à courir dans tous les sens. C'est beau, c'est bien réalisé, les acteurs jouent bien, il y a Hayato, donc moi je suis content. Mais Sherlock, bon, il n'a plus Watson, il ne peut que y repenser en relisant tous ses écrits de leurs aventures, il est à la retraite, il s'occupe de ses guêpes et... Non, vraiment, ce film, il est tranquille, ça passe tout seul. C'est un bon film et qui plus est l'un des rares qui traite d'un Sherlock très âgé et donc à la retraite qui te raconte un peu son ancienne vie.
j'ai rien à dire de plus dessus, c'est bien, vraiment ça fait bizarre d'avoir ce genre de film qui ne te retourne pas le cerveau dans tous les sens, surtout quand t'es habitué aux dernières sorties. Mais vraiment ce film est paisible, certains passages sont vraiment magnifiques, et quand j'ai fini de le regarder, j'avais juste envie de sortir dehors, et de sourire, de m'allonger dans un champ de tournesol, et après je me suis rappelé qu'il y avait le Covid. Alors je suis pas sorti, et j'ai continué à écrire mon script. Nous quittons ce film qui, même s'il n'est pas le plus passionnant, nous racontait quand même une belle histoire, afin de plonger dans la médiocrité et la beaufrie absolue. Souvenez-vous, à partir des années 70, nous avons assisté à la naissance des films comiques sur cet univers. Et celui-là est exactement dans le même esprit, sauf que là où ça pouvait permettre à ce même univers de se renouveler à l'époque, en 2018, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée de faire ce genre de parodie. Et quand je vous dis parodie, je mesure mes mots, car je le considère comme étant le Scary Movie de cet univers, tout simplement. Mais si, vous connaissez Scary Movie, ces films parodiques qui s'inspirent de tout et n'importe quoi afin de raconter une histoire complètement décalée qui, pour le coup, fonctionne parfaitement. Yo, ça va? Holmes et Watson, réalisé par Ethan Coen sorti en 2018, est une parodie complète des films de Guy Ritchie, le système de combat étant l'exemple le plus flagrant. Adversaire 150 kilos. Me servir de ma pipe pour faire diversion afin de dévier son regard. Primo, détournez l'attention. Plan d'attaque. Premier coup surprise dans l'épicentre de la masse musculaire. Esquiver avec grâce la contre-attaque. Frappez au foie. Bloquez gauche puissante. Utiliser la méthode autotoxique tibétaine pour déstabiliser son équilibre. Désorienté. Étourdi, il va tenter d'asséner un coup décisif. Paré du coude. Lui amoindrir ses capacités visuelles. Esquiver un coup inopiné. Fragiliser mâchoire droite. Puis fracturer. Disloquer mâchoire entièrement. Vous pouvez également me dire que c'est une inspiration. Non! Chaque élément présent dans ce film n'est là que pour faire rire. Mais comme rien n'est naturel, tout devient absolument gênant. Après, c'est peut-être moi qui dis n'importe quoi, parce qu'après tout, c'est marrant de mettre en scène des personnages qui gueulent comme des demeurés tout le temps. Madame Hudson! 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 À l'aide! Hudson! Watson m'a planté une carotte dans le rectum! Hudson! Au secours! Au feu! Appelez la police! Hudson! Votre mère vient de mourir! Espèce de sac d'os sans cervelle! Hudson! 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 Où êtes-vous? C'est marrant de mettre en scène des personnages qui ratent absolument tout ce qu'ils entreprennent dans un film comique, qui en plus de ça se veut sérieux durant les 2 dernières minutes, lorsqu'ils vont retrouver la trace de leur ennemi. Comme si c'était suffisant pour nous faire oublier l'océan de merde qu'on vient tout juste de subir, afin de peut-être nous vendre une suite. C'est marrant de voir un personnage comme Madame Hudson coucher avec absolument tous les mecs qu'elle croise dans le lit de Watson pendant qu'il a le dos tourné. Et d'ailleurs, elle se tape Einstein. En fait, elle se tape tous les mecs dont elle a besoin pour réussir son plan. C'est marrant de parodier les techniques de combat des précédents films pour les utiliser pendant que nos héros pissent dehors parce qu'ils sont complètement torchés. Parabole du jet, direction du vent, difficulté à uriner en public, évitement des chaussures et émission des fluides. Oh mon Dieu, j'ai oublié d'ouvrir ma braguette. Vous êtes un vrai génie. Attention, vous me faites... Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on apprend que Sherlock... J'ai le pénis d'un bébé. Ah. Je ne fais qu'un simple constat. Ouais. C'est marrant qu'à la toute fin, leurs 2 amis rentrent chez eux à bord d'un bateau qui se nomme le Titanic et que notre héros balance ça. Bon voyage sur le plus sûr des navires. Quel merveilleux navire! Oui. Oh, Watson, regardez! C'est Billy Zane! Bon, en vrai, ça c'est marrant.
Mais ils en font trop en vantant les mérites d'un des bateaux les plus sûrs qui existent. Juste les faire partir à bord du Titanic en espérant les revoir un jour sans rien dire de plus, là ça aurait fonctionné. Faire un film comique, c'est bien quand l'humour arrive de lui-même sans être forcé. Là, c'est forcé de bout en bout. Finalement, le meilleur personnage, c'est Moriarty. Oui, il est dedans, et ce n'est même pas le méchant principal. Il apparaît 4 minutes au total au début et à la fin, ce qui du coup lui laisse très peu de temps pour qu'il dise des conneries afin que ce personnage ne soit pas entièrement sali lui aussi. Et l'idée qui est développée au milieu de ce film rempli d'humour raté, c'est que la fille de Moriarty, c'est Madame Hudson. Elle s'est fait engager en tant que gouvernante auprès de Sherlock, mais ceci n'était qu'une couverture afin de pouvoir l'étudier de près afin d'élaborer un plan pour libérer son père. Ce qui, pour quand même défendre le film, est une bonne idée. Mais cette idée est au service d'un film complètement pourri. Et je la connais, l'excuse du « mais si tu poses ton cerveau et que tu acceptes que c'est n'importe quoi, tu peux apprécier ce que tu regardes ». Sauf que je n'en ai tiré aucun plaisir, et tout ce que je retiens, c'est que ce film existe, et qu'il a coûté de l'argent. 42 millions, et il n'en a rapporté que 41 900 000. C'est quand même pas de cul. Et au vu d'un tel résultat, on voit bien que ce film s'est planté. Mais il a quand même réussi à aller un tout petit peu plus loin, car il a reçu plusieurs nominations et récompenses. Ah mais attendez, c'est pas tous les jours qu'on accorde un budget aussi énorme pour une comédie aussi merdique, qui aurait très bien pu sortir dans les années 80, voire 70. Alors, quand on tient une perle pareille, il faut la récompenser. Holmes et Watson sera récompensé pour avoir été à la fois le film avec les plus mauvaises images, mais plus simplement pour avoir été le plus mauvais film de son année. Ethan Coen sera récompensé pour avoir été le pire des réalisateurs, John C. Reilly pour son rôle de Watson qui, j'ai oublié de préciser, a l'entrejambe en feu. Montrez-lui ce qu'elle vous fait ressentir. Oh. Vas-y, montrez-lui. Voilà. Ne détournez pas le regard. Regardez qui est là. Sera récompensé pour avoir été le pire des seconds rôles. Et malheureusement, Will Ferrell ne remportera pas la première place pour avoir été le pire acteur pour son interprétation totalement ratée de Sherlock Holmes. Et d'ailleurs, le duo Sherlock-Watson, dans ce film, a bien failli remporter la première place d'être le pire duo de l'année, même si au fond de moi, ils l'ont tous les deux très largement mérité. Et ce qui me fait le plus de peine en fait, c'est de voir Hugh Laurie là-dedans, qui joue Mycroft. J'aime énormément cet acteur. Mais comme je l'ai déjà dit, ce personnage peut être très bien comme totalement raté. Et malgré son excellent acteur, ce rôle est absolument à chier, à tel point que je préfère sa version dans Jeu d'ombre. Et vous savez à quel point je n'aime pas celle de Jeu d'ombre. Donc c'est vous dire à quel point je déteste cette version. Évidemment, là on parle d'un film sorti en 2018. Il reste un peu plus de 2 ans à traiter, et même s'il n'y a pas eu grand chose depuis, eh bien la moindre chose ne peut pas être pire que ce qu'on vient d'aborder. À moins, bien sûr, de s'appeler Lorsqu'en février 2019, la société Legendary Pictures a acquis les droits d'adaptation des enquêtes d'Enola Holmes, personnage créé par Sir Arthur mais qui sera repris plusieurs années plus tard par Nancy Springer afin de lui dédier plusieurs histoires dont elle est l'héroïne aux côtés de Sherlock, Netflix, durant la pandémie du Covid, qui a entraîné les fermetures de salles de cinéma, les tournages, enfin qui a entraîné quasiment l'arrêt du monde entier, commence à regarder à droite et à gauche afin de racheter pas trop cher des films déjà terminés qui étaient destinés aux salles de cinéma, afin de les diffuser sur leur plateforme en tant que production originale. Tout ce qu'ils ont fait, c'est juste racheter des films déjà terminés au rabais, afin de proposer du contenu neuf à leurs abonnés et également en persuader certains de prendre un abonnement. Ça, c'est un point de vue qui est le mien, en partie, car de l'autre côté, c'est qu'en faisant ça, ils ont pu aider à faire en sorte que tout l'argent investi ne soit pas totalement perdu. Je ne pense pas qu'ils aient racheté le film au prix de sa production, car déjà vu le casting, nous avons Eleven, Bellatrix et Superman, pas tout le monde peut se permettre de racheter ça. Donc, on peut y voir des rapaces, mais au moins, ils ont permis d'éviter qu'un studio se casse la gueule en le rachetant. Et on parlait du casting juste avant, mais en fait, ça tombe plutôt bien ce rachat pour Netflix. Choix intéressant, Millie Bobby Brown jouera Enola Holmes, donc le personnage principal. Cette actrice est également le personnage principal dans la série Stranger Things diffusée sur... Mais il y a également Henry Cavill, donc Superman, qui joue ici un Sherlock pas vraiment intéressant, mais qui interprète parallèlement à ça Geralt de Rive dans la première adaptation en série télé de la franchise, The Witcher, diffusée sur... Mais ce n'est pas tout, car nous avons également Helena Bonham Carter, donc Bellatrix, qui, ne l'oublions pas,
est la mange-mort la plus dangereuse et puissante, qui a torturé jusqu'à la mort les parents de Neville Londubat et sûrement plein d'autres, qui sans aucune pitié tuera son propre cousin et également l'un des derniers parents d'Harry Potter, Sirius Black, se fera tuer par Molly Weasley, une femme au foyer de 50 ans. J'ai toujours aimé cette phrase. La plus puissante des mange-morts, tuée par une femme au foyer. Bref, Helena Bonham Carter, qui d'ailleurs prête sa voix au personnage de Grande Maudra dans la série Dark Crystal, Le Temps de la Résistance, diffusée sur... Vous savez déjà où? Elle joue ici Edoria Vernet Holmes, la mère de tous les Holmes présents à l'écran, qui n'apparaît quasiment que dans les flashbacks et qui, paradoxalement, a le rôle le plus intéressant. Sherlock est quasiment absent, on est juste en train de baver devant lui parce que, c'est Superman. Mycroft, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, peut être excellent comme totalement raté, donc je vais pas m'attarder dessus. Et enfin, Enola Holmes. Le film en vrai n'est pas si mal. Par contre, j'ai détesté les regards caméra. Toutes les 2 minutes, elle parle face cam pour nous raconter sa vie, son passé, ce qu'elle a fait, ce qu'elle va faire, ce qu'elle a compris, et c'est insupportable. À tel point que ça devient juste Dora l'exploratrice le film. Et vous savez quoi? Ce film existe, et elle s'amuse avec ce côté face cam au tout début et à la fin, sans que cela ne devienne répétitif. Est-ce que tu peux dire delicioso? Dis delicioso. Là, il y en a beaucoup. Surtout qu'en plus l'actrice, en temps normal elle joue bien, mais durant les face cam, on dirait juste des répétitions. Après, j'ai pas envie de cracher sur cette version, on est là pour parler de Sherlock. Il existe dans cette histoire, mais pas mis en avant, car c'est Enola qu'on suit du début jusqu'à la fin. Et pour le coup, ça c'est un bon point, car il n'utilise pas ce personnage pour nous raconter une histoire qui ne le concerne pas. Il est présent, mais n'est pas celui qui fait avancer l'intrigue du film. Le côté détective est également présent pour les deux personnages, et l'enquête à résoudre est de retrouver maman qui de son côté prépare un attentat. Ça, c'est l'histoire qui nous est présentée au début, et qui n'est quasiment pas résolue à la fin. Mais, et c'est là mon plus grand reproche au film, en dehors des regards caméra, c'est que cette intrigue ne dure que 15 à 20 minutes tout au plus. L'intrigue secondaire qui va devenir l'intrigue principale, c'est que sur sa route, elle va croiser un gamin, Lord Tewksbury, qui sera attaqué par Lintorn, un homme engagé afin de le tuer, et Enola décide de le protéger, et ainsi démarre le vrai film. 2 enfants dans la nature qui devront se défendre tout seuls, ce qui va permettre à Enola de retrouver la trace de sa mère. Il y avait 56 autres façons de faire en sorte qu'elle la retrouve. Déjà de faire un film moins long. Vu la résolution, je pense que 2 heures n'étaient pas nécessaires. Ils auraient pu insister sur son côté détective plutôt que garde du corps. Ce qu'elle recherche à la base, c'est sa mère. Alors ok, elle sait se battre, sa mère lui a inculqué quelques techniques de défense, mais n'a pas vraiment cherché à développer son don pour résoudre des énigmes. Donc elle partage avec Sherlock. Elle s'en sert, mais pas assez, et la plupart du temps, ils se battent et courent pour s'enfuir. Au final, c'est loin d'être le pire film. Je vous rappelle que Sherlock et Watson est un film qui existe. Celui-ci est bien réalisé, les effets, les décors, les costumes sont bons, mais les regards face cam sont trop présents. L'intrigue principale est intéressante, malheureusement étouffée sous une autre qui sort presque de nulle part, ce qui fait qu'à certains moments ça peut traîner en longueur. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Après, on n'est pas là pour parler d'elle. Ce qui nous intéresse, c'est Sherlock, pas Enola. Il doit apparaître au total 20 minutes, et ça a largement suffi à ce qu'il soit présent en tête d'affiche, parce que c'est Superman et on bave tous devant. Ainsi s'achève ce thème sur le détective Sherlock Holmes. Enfin, pas complètement. Nous avons retracé ses apparitions à l'écran depuis sa création, mais nous n'avons pas encore parlé de tout ce qu'a inspiré ce personnage. Face à un tel succès qui dure depuis plus d'une centaine d'années, il n'est pas du tout rare de trouver des œuvres qui s'inspirent grandement de cet univers. On ne va pas les faire une par une, sinon on en a facilement pour 45 heures de plus, mais il y en a quelques-unes qui méritent plus que les autres qu'on se penche dessus. Et celle qui se retrouve en tête de cette liste, c'est le Dr House. Gregory House et Sherlock Holmes se ressemblent énormément. Et en fait, quand on regarde comment Sir Arthur a inventé son personnage, ou plutôt de qui il s'est inspiré, on peut y voir ici la vraie version de Sherlock. Mais pour ça, il faut retourner à l'époque de ses études de médecine en 1877. Encore étudiant à cette époque, il suivait les cours du docteur et professeur universitaire de l'hôpital Royal Infirmary, Joseph Bell, âgé de 39 ans à cette période.
Joseph Bell était un brillant docteur capable, sans même que son patient prononce le moindre mot, de l'examiner rien qu'à sa posture, sa façon de parler, de marcher et plein d'autres détails dans le genre, afin de déterminer beaucoup de choses concernant la personne qu'il avait en face de lui. Et durant ses cours, il encourageait ses propres élèves à reproduire sa façon de faire afin qu'ils puissent eux-mêmes développer leur sens de la déduction. Et c'est là qu'on commence à comprendre d'où vient Sherlock Holmes. En réalité, celui qui deviendra le célèbre détective mondialement connu est apparu pour la toute première fois en 1887 dans une étude en rouge publiée dans le journal Beaton's Christmas Annual, soit presque 10 ans après sa rencontre avec son professeur qui lui était bénéfique non seulement pour sa carrière d'écrivain, mais également sa carrière professionnelle. Sir Arthur a créé Sherlock en s'inspirant de son professeur de médecine et lui a donné pour métier non pas médecin, mais détective. Dr Gregory House est dans le domaine de la médecine. Il est capable de déduire plusieurs choses sans que la personne en face de lui ne prononce le moindre mot. Est-ce que Dr House, c'est Joseph Bell? Oui, mais qui s'inspire d'abord de Sherlock, car s'il n'a pas été inventé, il y a très peu de chances pour qu'House existe. Et House est souvent décrit comme étant une version plus cynique et plus froide de Joseph Bell. Les deux personnages sont très liés et énormément de références sont présentes dans la série, et la plus évidente, c'est James, Watson pour Sherlock et Wilson pour House. Même si je considère plus son équipe unie comme étant Watson, parce que c'est surtout avec eux qu'il va débattre et mettre des hypothèses afin de trouver la bonne solution. Sherlock habite au 221B Baker Street à Londres, et House au 221 Baker Street à Princeton. L'un ne vit que pour la résolution de ses enquêtes, et l'autre ne vit que pour résoudre les énigmes médicales. Les deux se voient confier des affaires que personne n'arrive à résoudre, et surtout les deux sont obsédés par la vérité. Ils ne pensent à rien d'autre que leur enquête, et une fois terminée, ils en passent à une autre, encore et encore, avec toute leur énergie possible à chaque fois. Et un élément qui est intéressant à comparer, mais qui n'est pas présent dans toutes les versions de Sherlock, c'est que lorsqu'il n'arrive plus à avancer, il commence à devenir dingue. Et House de son côté commence à augmenter sa consommation de Vicodin, dont il est déjà dépendant à cause de sa jambe qui le fait souffrir tous les jours. Et pour Sherlock, en fait, c'est à peu près pareil, mais avec le tabac. Et si on regarde dans la série de 2010, il fume pour se concentrer, et lorsqu'il trouve enfin un moyen d'avancer, il stoppe immédiatement. Et même que dans certains romans, aussi bien ceux écrits par Conan Doyle, le héros consomme souvent de la cocaïne, élément qu'on peut retrouver dans le passé du personnage dans Elementary. Et un autre point pas souvent évoqué, c'est que tout son entourage finira forcément par souffrir à cause de lui. Dû à sa façon dont il néglige les relations humaines ne pensant qu'à son travail, il en oubliera que les autres éprouvent des sentiments envers lui ou les autres. Pour House, il pense que s'il est heureux, notamment avec Cuddy, il perdra son don pour la médecine. Et pour Sherlock, eh bien c'est plus compliqué. Mais le fait de systématiquement tout détailler et de dire tout ce qu'il pense sans filtre, sans arrêt, balancer la vérité ou plutôt sa vérité à voix haute, on comprend pourquoi Watson est son seul ami, et pareil pour Wilson envers House. Là, nous venons d'aborder la série Dr House, qui pour moi est l'exemple numéro 1 d'une série qui a été très largement inspirée de l'univers de Sherlock. Mais comme je l'ai dit, il y en a plein d'autres. Notamment la série d'anticipation du Covid, Monk. Pour lui en fait, c'est un peu plus basique que ça. Il n'a pas besoin d'être stimulé par de la drogue ni autre chose, dès qu'il arrive sur une scène de crime, il remarque instantanément les détails qui lui paraissent louches, analysant chacune des paroles prononcées afin de résoudre l'enquête dans sa tête puis d'expliquer devant tout le monde le déroulement des choses. Et là aussi, niveau vie privée, ses amis se comptent très facilement sur les doigts d'une main. Mais pas vraiment à cause de sa façon d'expliquer les détails. Ce sont ses tocs qui déjà lui empoisonnent la vie, mais qui peuvent très rapidement devenir un calvaire pour toutes les personnes dans son entourage. Évidemment, il y a 50 millions d'autres exemples qui existent, comme elle dans Death Note, dont la VF est absolument excellente. Je la mentionne car son traducteur, Guillaume Lebon, est l'une des voix françaises que j'aime le plus au monde. Mais surtout, il est la VF de Sherlock dans Elementary. L'assaillant était droitier et plus petit que la victime, probablement une femme. La victime connaissait cette personne ou était assez à l'aise avec elle pour baisser sa garde. Il doit connaître le nom et le visage de la personne qu'il veut tuer. Et il peut aussi choisir l'heure de la mort et l'attitude que prendra la victime avant de mourir. Gardez bien présent à l'esprit ce que je viens de dire. Et écoutez très attentivement la suite. Ça me permet d'imaginer que elle a juste quitté la série Death Note, pris forme réelle en tant que Sherlock, afin d'enquêter ailleurs. Si vous avez vu Death Note, vous savez très bien pourquoi j'imagine ça. Mais encore une fois, il y a plein d'autres héros comme lui, comme par exemple Jules Maigret, Hercule Poirot, Nestor Burma, Détective Conan, dont son nom évoque évidemment Sir Arthur, et tellement d'autres que j'ai oubliés ou alors qui n'existent pas encore. Sherlock Holmes, personnage d'abord de littérature, pensé et écrit par Sir Arthur Conan Doyle, a eu droit à énormément d'adaptations et de réadaptations faisant partie des personnages les plus joués à l'écran. Énormément d'acteurs ont donné de leur temps, certains même de leur vie, pour que continue à exister ce personnage.
acteur comme écrivain. Sherlock ne serait peut-être plus là si tous les écrivains qui sont penchés sur lui bien après la mort de Conan Doyle ne lui auraient pas dédié de nouvelles aventures. Ils font également partie de l'histoire, tout comme ceux qui lui ont dédié des séries radiophoniques, des pièces de théâtre, des dessins animés, et encore plein d'autres choses pour que l'univers de Sherlock ne s'estompe pas. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car beaucoup de choses sont prévues, notamment Sherlock Holmes 3, toujours réalisé par Guy Ritchie, avec le même casting, notamment Rachel McAdams, donc Irene Adler, ce qui veut dire qu'elle n'est peut-être pas morte, à moins qu'elle n'apparaisse qu'en tant que flashback. Ou alors elle a fait exprès de dire qu'elle était morte afin d'aller tourner ailleurs, et que comme elle n'a rien de prévu pour l'instant, elle décide de revenir. Ce qui veut dire qu'elle a possiblement survécu à Moriarty, et ça c'est un problème, car si elle a survécu, je ne vois pas ce qui peut arriver à Sherlock. Ou alors elle ne sera vraiment pas là, mais comme c'est inscrit que ce sera son prochain film... Bon, il y a une possibilité pour qu'il y ait un deuxième volet d'Enola Holmes, souhait qu'ont évoqué le réalisateur, Harry Bradbeer, et l'actrice Millie Bobby Brown. Et peut-être qu'un jour, une 5e saison pour Sherlock sera réalisée. Il y a également la 2e saison de Kabukicho que j'attends impatiemment, dont la première a été diffusée en 2018, qui me rappelle à certains moments Détective Conan avec un petit côté monk, surtout dans sa façon d'expliquer les détails. Pour être franc, je n'ai jamais vu une seule bande-annonce la concernant, et en fait je ne savais même pas que cette série existait. Et avant de lancer le premier épisode, j'ai regardé l'image. Je me dis bon, ça a l'air sérieux, avec un ton plutôt mature, surtout qu'ils doivent retrouver et arrêter le tueur Jack l'Éventreur. Est-ce que vous connaissez Alain Delon ? Ah non, pas lui, on s'en fout de lui. Je vous parle du vrai Alain Delon. Celui qui apparaît dans Beelzebub. Salut. J'y crois pas, d'où est-ce que tu sors, toi? Des enfers, mon cher, vous m'avez oublié. Alain Delon, démon téléporteur interdimensionnel. Je sais ça, c'est pas ce que je te demande. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Voilà. Que se passe-t-il si on mélange ce personnage avec Madame Hudson? Laissez-moi vous présenter... Rien que pour ça, je vous encourage à absolument découvrir cette série. Pour moi, ça a été une excellente surprise. C'est vraiment barré et ça fait du bien de retrouver de l'humour, mais de l'humour bien écrit. Cette version d'un Sherlock loser, j'adore ça et j'attends impatiemment la suite. Mais ce n'est pas uniquement sur écran que cet univers compte se renouveler et se développer. De base, je n'aime pas vraiment lire, mais j'avoue que l'idée d'un monde où Sherlock est un androïde du futur, ça a l'air complètement dingue, mais au moins c'est du jamais vu. Enfin, si on oublie Holmes et Yo-Yo, où Yo-Yo remplace Watson et qui est en quelque sorte un robot, donc un semi-côté futuriste. Futuriste pourri, mais futuriste quand même. Et si on oublie également Sherlock au 22e siècle, où Watson est également un robot. Mais ça paraît plus crédible parce que dessin animé, alors que là, ça passe très mal. Dans tous les cas, peu importe le format, l'univers du détective privé le plus connu et réputé au monde n'a pas fini de s'agrandir. Ça a été long, très compliqué à mettre en place, mais au final, j'y suis arrivé. J'espère sincèrement que ça vous a plu. En tout cas, merci à tous d'avoir patienté tout ce temps et d'être tous les jours de plus en plus nombreux à me suivre. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, ou pourquoi pas prochain thème. À très bientôt!
Tout ceci est pitoyable. Pourquoi est-ce que tu te casses la tête à faire tout ça alors que tu pourrais faire le strict minimum? Tu as perdu plus de 6 mois de ta vie à travailler sur tout ça. Personne ne regarde ce que tu fais. Le monde s'en fiche de ce que tu fais. Ouais. Évidemment, ce personnage a eu droit à énormément d'adaptations. Et en même temps, c'est simple quand on est du bon côté, quand on est le grand Sherlock Holmes. C'est par contre beaucoup plus compliqué pour nous, les autres, ceux qui sont destinés à n'être que mauvais. Je ne suis pas spécialement mauvais. J'ai été créé dans un seul but, te tuer. Et ce n'est même pas de mon plein gré, car c'est notre créateur qui en avait marre de toi qui a décidé de me créer pour en finir. Je n'ai rien contre toi. En fait, toi et moi, on est tous les deux dans le même camp. Nous avons tous deux été créés par un lâche qui n'avait plus assez d'argent pour vivre, qui a été obligé de te ressusciter dans une histoire invraisemblable, parce que non seulement il n'avait plus assez d'argent, mais parce qu'en plus, ses fans le lui ont réclamé durant plusieurs années. Non seulement c'est un lâche, mais en plus, c'est un faible. Alors tu vois, moi aussi j'ai une histoire. Seulement, je n'ai pas reçu la même attention que toi. Je suis né en quelques minutes avec un seul but, être le méchant afin de libérer notre créateur. Et ça, c'est très certainement l'une des plus grandes injustices qui existent dans le monde de la littérature. Moi aussi j'ai une histoire. Bonjour à tous. Qui est réellement Moriarty ?